Et salut, c'est Major Mouvement, bienvenue dans cet épisode 2 de EB Presque, le podcast des professionnels de santé qui font de leur mieux pour faire du bien. L'idée de ce podcast est très simple, c'est d'avoir une conversation sans tabou entre professionnels de santé pour que si vous êtes vous aussi professionnel de santé ou intéressé par ce milieu-là, vous puissiez comprendre tout ce qui se passe derrière nos blouses et tout ce qu'on se dit en fait quand on se filme pas. L'idée ici, c'est de parler de chirurgie esthétique, de parler des tabous, des complexes, de répondre à vos questions. C'est un podcast qui est assez long, j'ai essayé de le réduire au maximum, mais on a soulevé tellement de choses importantes que je préférais garder le côté vraiment naturel de notre conversation plutôt que d'avoir un rythme un peu rapide qui correspondait pas à une vraie conversation. C'est un choix, je sais que malheureusement, 1h45 ça peut faire un peu long pour certains. Ce que je vous conseille, c'est de le mettre en voiture en ce moment. Vous aurez peut-être un peu le temps pendant les vacances ou de l'écouter en plusieurs parties. Comme d'habitude, je vous mets un sommaire pour aller directement sur les questions qui vous intéressent. Nous aborderons dans ce podcast une première partie sur le parcours de Frédéric, de mon invité, qui est chirurgien esthétique, sur ses anecdotes au cours de ses études de médecine, pourquoi il est devenu chirurgien esthétique, quels ont été les patients qui l'ont marqué. Ensuite, nous parlerons de la chirurgie esthétique aujourd'hui, qui a changé, l'aspect technique, le geste chirurgical, l'aspect médical, mais aussi les questions éthiques, déontologiques, financières. Et enfin, on répondra à vos questions à vous, à la fois sur les complexes, mais aussi sur des questions purement et simplement de l'ordre de la chirurgie esthétique que vous m'avez posé sur Instagram. Le sommaire juste en bas pour vous aider. Dernière chose, n'oubliez pas, mon livre est encore en précommande. Il sera sorti définitivement le 23 septembre. C'est un livre qui vous donne 10 clés pour un corps en bonne santé, de la théorie, de l'humour, des exercices clés en main pour vous améliorer et un programme de 8 semaines de remise en forme. Je vous souhaite un bon visionnage. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker si ça vous plaît, à vous abonner sur ma page YouTube et Instagram et à aller voir ce que propose Frédéric sur Instagram. Bon visionnage et bonnes vacances. Salut à tous, salut Frédéric Lange, salut docteur Frédéric Lange, je vais t'appeler Fred si tu veux bien. Donc tu es chirurgien esthétique et ce soir on va parler de plein de choses, on a un joli programme qui nous attend. Ce qui m'intéresse, c'est évidemment une conversation qui soit sans tabou. Toi et moi, on a déjà eu à peu près la conversation off 3 à 4 fois, donc je pense qu'on va plutôt bien se marrer. On va aborder des sujets croustillants, à la fois sur la technique pure et dure de la chirurgie, sur l'aspect médical, sur l'aspect esthétique, sur tes anecdotes, à la fois en tant que pro, en tant qu'étudiant, en tant que perso aussi, et puis aussi sur tout l'aspect body positive. Fred, je te laisse te présenter et après, moi, je vais raconter un peu comment je t'ai découvert. Salut Greg, écoute, bon, je suis très content que tu m'aies proposé ce, ce B-Press quand même. Donc moi, je m'appelle Frédéric Lange, je suis chirurgien plasticien, j'ai 40 ans, j'exerce principalement à Montpellier, un petit peu à Paris. Et depuis un an environ, je me suis spécialisé, enfin, je me suis vraiment spécialisé dans la rhinoplastie, c'est-à-dire la chirurgie du nez, c'est-à-dire j'ai arrêté les autres chirurgies que je pratiquais jusque-là. Et voilà. Donc, Et le ensuite, nez, c'est un truc à part entière qui nécessiterait toute une carrière, d'après toi? ouais, le nez, c'est un truc un petit peu à part entière. Moi, ça a toujours été ma passion. C'est toujours ce qui m'a le plus plu en chirurgie. Et c'est assez pointu, assez difficile. Donc, je pense qu'une vie n'y suffirait pas. Donc, Ouais, c'est ça me vrai. prend beaucoup de temps et beaucoup de travail et je suis encore loin du compte. Alors, c'est justement grâce au nez que je t'ai découvert. J'avais vu passer il y a 3 à 4 mois sur Instagram une vidéo où tu réagissais par rapport à un mec qui avait tweeté une modification du nez de Nairobi, de la Casa del Papel, où le mec, il lui avait fait un nez, comme tu le décrivais, un peu comme toutes les actrices américaines. Et tu n'y allais pas de main morte. Je veux bien que tu nous racontes ça. Alors j'ai vu ça sur Twitter à la base, donc ça concernait Nairobi, donc l'actrice, son nom m'échappe, bon, qui est connue pour avoir un effort, ce qui lui donne d'ailleurs sa personnalité. Enfin, ça Elle est fait très vraiment, charismatique, hein. elle est très charismatique, elle est très dure, etc. Et ce nez, ça participe vraiment à sa personnalité. Moi, je la trouve, en plus de ça, franchement canon. Je la trouve, elle a un côté très sexy en fait. Ah, ben, elle a beaucoup de charme Ouais. et justement, ce nez en fait partie. Et donc, je suis tombé un jour sur une photo donc une fausse rhinoplastie, donc comme si elle avait eu une rhinoplastie. Évidemment, c'était un fake qui circulait sur Twitter. Et en fait, je trouvais que le nez qui avait été fait, il était vraiment dégueulasse. C'était vraiment dégueulasse. Alors, ça faisait un petit nez, donc quelqu'un qui regardait ça de vite fait comme ça,
elle disait ah ouais, elle a un plus petit nez, elle a plus la bosse, etc. Mais ça ressemblait vraiment aux rhinoplasties qui n'étaient pas belles, qui étaient réalisées dans les années 80, 90, qu'on peut encore voir sur des vieilles actrices américaines. Il y a encore parfois réalisateurs, mais en fait, je trouvais ça vraiment hideux. Et comme moi, la rhinoplastie, c'est ma passion, je me suis dit non, je ne vais pas laisser passer ça. Donc, je vais refaire cette rhinoplastie, cette fausse rhinoplastie pour montrer aux gens Sur Photoshop. Sur Photoshop, pour montrer aux gens que on peut refaire le nez, que ça peut rester naturel, élégant, sans faire un tout petit nez d'alien comme le mec lui avait fait. Mais je pense que c'était pas un chirurgien, je pense que c'était un mec qui s'était amusé comme ça avec son. Mais moi, j'avais trouvé ça assez fort, en effet, que sur le coup, t'es un tweetos qui se fasse rattraper par l'oreille par un vrai chirurgien esthétique qui maîtrise bien mieux Photoshop et qui disait oh Coco, si tu veux prendre mon métier, fais-le bien, quoi. Exactement. Ça m'avait saoulé parce que ça donnait une mauvaise image du métier. L'interpréter parce que c'était parti de là et j'avais eu beaucoup de réactions, mais c'était des réactions principalement parce que j'avais expliqué un peu le texte. J'ai eu beaucoup de réactions surtout d'Amérique du Sud qui n'avaient pas lu toute l'explication. Qui disaient mais fous-lui la paix, t'as rien demandé, etc. Oui. Donc ils n'avaient même pas compris qu'en fait tu la défendais elle, ils pensaient qu'au contraire tu l'attaquais presque. Ouais, mais c'est-à-dire qu'ils se disaient t'as rien demandé, pourquoi tu lui refais le nez? Donc, alors après, je devais 50 fois non, c'est bon, bref. Oui, après, c'est les réseaux sociaux, quoi. Et les réseaux sociaux. Bon, voilà. Donc, moi, en fait l'idée, c'était ça. C'était que j'ai vu ce truc, cette rhinoplastie là, que j'ai trouvé dégueulasse. Et ça émeuvait pas les gens. Ça émeuvait pas. Comment on dit? Ça n'émeuvait pas. Émeuvait, je crois. C'est aussi bon que moi. Je suis question, Fred. Les gens n'étaient pas émus. Les gens n'étaient pas choqués. Sauf moi, et ben, j'ai dit non, on va pas laisser passer ça. Si on veut jouer au jeu de la rhinoplastie comme ça, on le fait bien et je vous montrerai à quoi ça ressemble. Et après, donc il y a eu un peu cette polémique. Et pour dédramatiser le truc, il y a des copains à moi chirurgiens qui m'ont refait mon pif à moi, etc. Après, c'est devenu un petit jeu qui a circulé un peu. C'était assez sympa. Mais tu voilà, je les incrusterai sur la vidéo. On n'a pas le nom. Ok, super. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup de questions à te poser, mais j'aimerais garder une forme de chronologie. D'abord, est-ce que tu pourrais me dire, tout simplement, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être chirurgien plasticien? Wow. C'est compliqué. Alors, d'abord, ça a commencé par médecine. Et médecine, c'était un peu comme ça. C'est-à-dire que je travaillais bien, terminale et tout. Je savais pas trop quoi faire. Je travaillais pas assez bien pour faire une prépa, quelque chose comme ça. Et donc, je me suis un peu orienté vers la médecine comme ça, en sachant que je suis pas d'une famille de médecins. Je suis le premier médecin de ma famille. Et ça s'est fait un petit peu comme ça. Donc, j'ai commencé les études de médecine. Au début, tu es là, tu es dans tes études, le concours, etc. Je l'ai eu. Et en deuxième année de médecine, j'avais une option anatomie. Et là, c'était la première fois qu'on faisait des trucs comme dans les films, avec des dissections sur cadavres. Donc, je ne sais pas si vous l'avez eu. Si, on l'a eu aussi. Ouais. Ça change une vie. Enfin, ça change une vie. Ouais, ça change une vie. Exactement. Et donc, on était là. Moi, j'avais 18 ans, j'étais con, ou 19 ans. Et on te met donc une pièce, c'était une jambe, ou je sais pas quoi, avec des instruments de chirurgie, parce que la dissection, elle fait des instruments de chirurgie. Et on te dit, vas-y, étudie et tout. Donc, moi, j'avais jamais touché un bistouri, un machin, une pince, donc j'étais comme un con, comme ça. Et je vois le mec d'à côté, donc on était en groupe comme ça, et je vois le mec d'à côté, et je le regarde comme ça, et je voyais qu'il faisait des mouvements bizarres. Il avait ses ciseaux, il passait les ciseaux, il les écartait, il faisait des trucs en écartant les ciseaux. Une gestuelle particulière que j'avais jamais vue de ma vie, et ça m'a intrigué. C'est un mec de ma promo, hein. Et je me dis, mais c'est quoi ces gestes? Pourquoi il fait ça comme ça? Personne ne faisait des gestes comme ça. Et en discutant un peu avec lui, c'était le fils d'un chirurgien, donc. Et en fait, il avait un peu, par mimétisme, des gestes de chirurgien. Et je sais pas, j'étais vachement séduit par le geste. Je me suis dit, putain, mais tu vois, les ciseaux, il coupait pas avec, il écartait avec les ciseaux des trucs spécifiques de chirurgien qui maintenant font partie de la pratique quotidienne, tu vois. Mais à l'époque, j'avais jamais vu ces gestes. Et je me suis dit, waouh, j'ai bien aimé le geste, quoi, le côté gestuel. Et dans ton parcours, il y a eu ce moment-là. C'est-à-dire que finalement, en médecine, tu l'as fait un peu par défaut. Tu arrives là, tu vois un corps, hein, et tu vois un mec qui a une maîtrise particulière d'un objet, et là, tu as eu un tilt? Ouais, j'ai bien aimé le côté manuel, et je me suis dit, tiens, chirurgien, c'est sympa. C'est sympa
être médecin, c'est sympa parce que tu sais vachement de trucs, tu as tout un savoir, tu soignes les gens. Et chirurgien, je me suis dit, il y a un truc encore en plus, tu as le côté gestuel, élégance, etc. Moi, j'ai toujours fait du sport, donc peut-être on aura l'occasion d'en parler, etc. On fait du Et jiu-jitsu brésilien tous les deux. exactement. Sauf que Fred, lui, il est ceinture noire. Il me l'a glissé comme ça. Ah, tu fais du Ouais. jiu-jitsu? Ah, moi, je suis ceinture noire. Ouais, ceinture bleue. Aucun tabac à cacahuètes. Je suis gros. C'est vrai, tu mesures combien? Non, je mesure 1m80. Ah ouais. J'ai un peu pris pendant le confinement. Disons que j'ai commencé, ça va te parler, j'ai commencé en jiu-jitsu, j'étais catégorie en lévé, Ouais. c'est-à-dire moins de 76 kilos. Ouais. Et là, je dois être en meilleur pesado, moins 88 kilos. Ça, avec les ceintures, fais gaffe. T'es moins explosif, quoi, sur les sorties. Clairement, très clairement. Et ouais, donc il y avait le côté gestuel, j'ai bien aimé ce côté gestuel et je me suis dit, chirurgien, il y a en plus ça, le côté manuel, et je me suis dit, s'il y a le truc manuel, entre guillemets, tu ne te feras jamais chier. Je ne sais pas comment t'expliquer ce truc. Ah ben, crois-moi, je sais ce que c'est. Ouais, mais... Voilà, toi, tu sais bien ce que c'est. Mais sauf que médecin, tu peux aussi travailler, soigner les gens toute ta vie avec ça, avec ton stylo ou avec ton ordinateur en faisant des ordonnances, en prescrivant des médicaments, ce qui est super, hein, c'est magnifique de faire ça. Mais je me suis dit, si en plus, il y a un côté gestuel, je me suis dit, il y aura toujours. Tu t'améliores en permanence. Travailler, m'améliorer, Ah ouais. et c'est infini comme truc. Et là, je me suis dit, c'est en deuxième année, je me suis dit, je vais faire chirurgien. Donc ça, c'était chirurgien. Et après, chirurgien esthétique. Alors là, chirurgien esthétique, c'est beaucoup moins philosophique. Je vais te raconter le truc. J'étais en stage. Donc après les études de médecine, tu passes un peu partout dans les services, cardio, machin. Et un jour, donc, tu passes en chirurgie esthétique. Et pour dire, j'avais pas la vocation particulière chirurgie esthétique. Et c'est très con, hein, ce que je vais raconter. Et donc, ça s'appelle le B presque. Alors, rappelle-toi, le B presque, c'est. Vas-y. Le podcast des gens qui font de leur mieux. Donc, vas-y, fais de ton mieux. J'étais étudiant, donc on appelle ça externe, en service de chirurgie esthétique, chirurgie plastique, reconstructive, esthétique. Et il faut savoir qu'à l'hôpital, toi, tu as dû faire des stages. À l'hôpital, et surtout quand tu es étudiant, tu ressembles à rien. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de blouse. Donc, tu as la blouse trop grande, etc. Tu as vraiment l'air d'un sgeg. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, tu as les pyjamas de bloc qui ne sont pas à ta taille, les trucs, les blouses, elles ont des taches, etc. Et donc, j'étais avec mon interne, c'est-à-dire les chefs de chirurgie plastique. Et un jour, donc j'avais ma blouse là, un peu trop grande et tout, je les suivais partout. Et un jour, il y en a un, il s'approche de moi comme ça, il me fait ça. Il me soulève le col de ma blouse comme ça, il me met toi comme ça. Je dis, mais pourquoi il fait ça? Il est con, quoi. Et là, je regarde, et en fait, ils étaient tous comme ça. Ils avaient tous le col un peu relevé. Et je me suis dit, mais ils sont cons de faire ça, etc. Et en fait, j'ai vu ce jour-là que ces mecs-là, toute cette équipe, ils voulaient un petit truc en plus, ils voulaient un petit peu la classe, quoi. Et donc, ils se démarquaient de tous les autres en soulevant un petit peu leur blouse, comme ça. Je sais pas si t'as déjà fait gaffe, j'ai des mecs. Et donc, je sais pas, ce truc, ça m'a marqué. Alors, le mec, il était à la fois bienveillant parce qu'il me dit, non, maintenant, t'es externe, t'es étudiant en chirurgie esthétique, tu dois faire ça. C'était nul, tu sais, mais pour lui, c'était un truc. Et je me suis dit, ah, tiens, il y a un petit truc. Et la première fois, en fait, qu'il y avait ce côté, on se disait, tiens, il faut que tu aies la classe, mec. Et ça, j'avais beaucoup apprécié. C'est débile, hein, mais c'est des histoires de vraie vie, en fait. Et ça m'a marqué. Je me suis dit, putain, mais. Et en parallèle de ça, j'avais le père de mon meilleur pote qui était chirurgien esthétique. Col relevé, du coup Col relevé. Et non, un mec qui était très charismatique, etc. Et ça a commencé à mûrir, ça a commencé avec ça. Et je te promets que ça a vraiment commencé avec l'histoire du col. C'est marrant. Hein. C'est très con. Donc, on ne peut pas parler de vocation. On te lève un col et que tu choisis un métier parce qu'on t'a levé le col de ta blouse, c'est pas vraiment. Mais ça t'a plu. Ouais, il y avait un truc, il s'est passé un truc. Si tu veux, il y a eu le geste. Le mec était sympa de me. Tu vois, avant, c'était jamais préoccupé là, des gaines que j'avais, etc. Et le mec, il a fait ça. Et après, Donc, en fait, en faisant ça, il m'a dit, regarde, tu fais ça, t'es un peu comme nous. Et j'ai vu qu'ils étaient tous. Du chef de service à l'étudiant, tous avec ce petit truc là. Et je sais pas, ça m'a marqué. Ça a été un truc. C'est bien. Ça serait peut-être pas qu'à ça, c'est une anecdote. Mais c'est un tout. Ouais, ça a été un petit déclic. J'ai eu. Et après, donc, évidemment, parallèlement à ça, le stage, il était juste génial parce qu'on soignait des grands brûlés, on réparait des jambes qu'on aurait dû amputer, des gens qui avaient le visage défoncé, on réparait après les cancers et tout. C'était génial. Tu transformais les gens et le visage des gens et la vie des gens?
Ouais. Et puis, bon, c'était à l'hôpital, donc c'était plutôt de la chirurgie réparatrice. Mm. Et c'était un truc qui était pas très, que je connaissais pas trop, qui est pas très connu du grand public, la chirurgie réparatrice. Et je trouvais ça, c'était génial. Franchement, c'était une belle chirurgie technique qui allait du visage aux pieds, on réparait tout, des cas désespérés, des gens, des accidents de moto qu'on pensait devoir amputer parce que c'était des fractures ouvertes avec des gros délabrements, et ben on arrivait à recouvrir la fracture pour qu'elle cicatrise. Délabrement, est-ce que tu peux définir ce que c'est? Un fracas où l'os est cassé et surtout il y a une perte de substance, il manque de la peau, des muscles et tout, et on ne peut pas faire consolider une fracture quand l'os est exposé. Donc il faut faire ce qu'on appelle une couverture, c'est-à-dire ramener du tissu, des muscles, etc., pour que l'os soit protégé. Et donc toutes ces chirurgies-là, puis les grands brûlés, etc., c'était génial. Je me suis dit, tu peux faire un truc qui t'intéresse, qui vraiment rend service aux gens et qui est il y a un côté j'étais très impressionné en fait. Tu as eu une anecdote, un cas, un premier cas, un dernier cas, une personne qui t'a marqué, que tu aimes partager avec nous avant qu'on passe à la suite? Un truc sympa ou un truc pas drôle? Comme tu préfères. Un truc, euh, ouais, qui t'a marqué. Le truc qui m'a le plus marqué, c'est quand j'ai mon premier patient après que j'ai eu ma thèse. C'est pas un truc drôle que je vais raconter. Vas-y. Le premier patient que j'ai fait après que je sois thésé, c'est-à-dire moi vraiment chirurgien, mon premier patient en tant que chirurgien, c'était une dame d'une soixantaine d'années qui avait eu une méningite grave, etc., qui pour être soignée de sa méningite avait dû avoir des doses d'adrénaline très importantes en réanimation, etc., et qui avait nécrosé ses 2 avant-bras et ses 2 jambes. Et donc mon premier patient à l'hôpital, ça consistait à l'amputer, cette femme, des 2 avant-bras et des 2 jambes. Donc un truc terrible parce que c'est une femme, voilà, 60 ans, et, euh, et ça m'avait traumatisé. Ça m'avait traumatisé parce que à ce moment-là, elle avait l'âge de ma mère, et elle s'est réveillée. Bon, évidemment, elle aurait pu, dans les jours précédents, elle aurait pu mourir de sa méningite, etc., etc. Sa vie avait été sauvée, mais c'était un truc terrible, quoi. Et c'était une première patiente, commencer comme ça Ouais. met dans le. Qu'est-ce qui se Après, passe pour elle? Tu es à côté d'elle, alors pas forcément en salle de réveil, mais il y a une consultation post-op. Comment ça se passe pour elle la suite? après, tu la vois tous les jours dans la chambre d'hospitalisation. Et au début, c'est tellement dur à encaisser un truc comme ça qu'elle a des médicaments et sédatés un petit peu pour prendre les choses un peu progressivement, quoi. Si qui viennent, etc., etc. C'est terrible. On va la voir, on regarde si les cicatrices sont propres, s'il n'y a pas d'infection, etc. Mais on n'est pas préparé à des trucs comme ça. Bien On sûr. va, on va regarder le pansement, etc. Mais on sait qu'en face, il y a une dame, elle te regarde comme ça, tu te dis, mais putain, c'est quoi les mots dans les mots comme ça quand t'as des trucs Parce comme que, ça en plus de ça, toi, en tant que médecin, on t'apprend à soigner les gens. Là, en l'occurrence, la soigner, c'était faire en sorte qu'elle survive. Et le seul moyen pour qu'elle survive, c'était d'enlever ses 4 membres pour qu'elle continue à vivre. Donc, quand tu parles et tu as insisté tout à l'heure, chirurgien, esthétique, plasticien et réparateur, où là, tu passes vraiment de la réparation de quelqu'un qui est sur le point de mourir, où tu dois l'amputer des 4 membres, versus je vais faire un nez et une paire de Ouais. seins. T'as un grand écart qui est gigantesque dans ta profession. C'est un truc que j'adore dans ma profession, c'est-à-dire qu'avec le même diplôme, qui s'appelle le diplôme de chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice, c'est chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. L'esthétique qui vient à la fin, tu peux avoir des métiers, mais complètement différents. Tu peux t'occuper de grands brûlés, faire que du cancer du sein, comme tu peux faire des greffes de cheveux, ou moi je fais le nez, des trucs les plus futiles, on va dire, entre guillemets, aux trucs la reconstruction après les cancers, les grands brûlés, les grands traumatisés, etc. Donc tu as un panel qui est les fentes, tu sais, les becs de lièvre, ce qu'on appelle les fentes chez les enfants. Tu as un panel qui est hyper large, hyper riche de chirurgie au niveau intellectuel, au niveau philosophique et au niveau technique aussi. Donc ça, c'est vraiment des trucs que j'avais adoré dans ce métier. Justement, tout à l'heure, tu m'as parlé de philosophie. Si je te pose la question, si tu devais un peu résumer les différentes philosophies, les différents gestes, les différents actes que tu as au sein de ta spécialité, c'est une question qui est trop large, qui est trop floue, ou que tu pourrais essayer de nous définir en 2-3 minutes?
Alors, c'est une question qui est très large. Moi, je dirais, donc, pour la chirurgie plastique en général ou pour moi, Oui, pour mon pour mais moi. pour l'instant, plutôt sur la chirurgie plastique, on viendra après sur toi en tant Alors, pour la chirurgie que plastique, rhinoplastie. écoute, si on veut être le plus généraliste possible, le plus exact, on va dire que, contrairement à ce qu'on peut imaginer dans le grand public, etc., on est médecin. Enfin, on le sait, mais on est vraiment médecin au sens large du terme, c'est-à-dire que on s'occupe de la santé des gens. Et la santé des gens, peut-être que tu connais la définition de l'OMS, qui dit que la santé des gens, c'est un état de bien-être physique et Mhm. psychologique, et qui est global, qui n'est pas uniquement l'absence de maladie. Une fois que tu as dit ça, eh ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que réparer une fracture ou réparer un cancer, ça peut être un impératif aussi important que refaire le nez de quelqu'un ou faire un truc esthétique qui peut paraître futile aux yeux de certains, mais un truc, un complexe, peut pourrir la vie de quelqu'un, et gommer un complexe peut soigner quelqu'un, soigner sa psyché, soigner son bien-être, et Sa vie faire de couple, sa vie sportive. exactement. Et il y a des gens qui y revivent. Mm. Donc, bon voilà, donc je qualifierais donc le chirurgien plasticien, c'est un médecin avant tout, c'est pas quelqu'un qui veut s'en foutre plein les fous, qui fait n'importe quoi, qui n'a pas d'éthique. On reviendra sur On toute reviendra cette sur image à la fin. ouais, l'image à la fin. Euh, Donc, voilà. Moi, ce qui me passionne dans ton métier, et c'était vraiment la raison pour laquelle je voulais t'avoir sur le Presque, c'est qu'on mélange d'abord un acte médical pur et dur, faire en sorte que tu as un patient qui s'endorme et qui se réveille, avoir un geste qui évolue. D'ailleurs, je vais te faire une petite anecdote juste après en tant que kiné, mais en même temps qui doit être en corrélation avec un côté esthétique. Qu'est-ce que c'est l'esthétique? On en parlera dans le troisième point. Et surtout, le plus important, le patient. Qu'est-ce que c'est l'esthétique pour le patient? Parce qu'imagine, toi, tu maîtrises super bien ton geste, tu lui fais le nez que tu estimes absolument canon et c'est pas ce qu'il veut, bah, t'es dans la merde. Donc, c'est toute cette lecture-là que je voulais voir avec toi, et évidemment, tout l'aspect psychologique. Ma question du geste pur et dur, parce que tu sais qu'il y a beaucoup de kinés qui me suivent. Moi, tu sais que je suis enseignant à l'ITMP et j'ai un souci, c'est que j'ai des kinés qui ont parfois 1 ou 2 ans de diplôme, et quand je leur montre des techniques d'étirement, de levée de tension, bah, toi qui fais du jiu-jitsu brésilien, ça va te parler. On est bien d'accord qu'au jiu-jitsu, alors pour ceux qui ne savent pas, c'est comme du judo, mais avec plus de technique au sol. Bah, tes clés que tu faisais en ceinture blanche, c'est pas les mêmes clés que tu fais en ceinture noire. Et tout ça, c'est la répétition du geste. Pour que vous Ouais, ça veut compreniez dire la tous, même clé, le même bah, geste, mais pas à mieux. clé égale, bah, en fonction de là où tu vas poser tes doigts, à quelques centimètres près, la pression que tu vas mettre, ton 100%. étirement, il va pas être du tout. Et du coup, moi, en tant que 100%. kiné, il y a un truc qui me fascine. Des kinés qui ont 2, parfois 5 ans, parfois 10 ans de diplôme, je leur demande de me faire un lever de tension du carré des lombes et ils sont sur le grand dorsal ou ils sont même pas sur la crête iliaque. Parce qu'au niveau des mains, ils n'ont même pas la bonne pression. Et souvent, ce que je leur demande, c'est que, bon, je ne sais pas si tu vas voir, mais c'est pas la même chose d'avoir le pouce comme ça en contact avec la peau, où tu vas rentrer un peu plus sur les tendons, où tu vas rentrer encore un peu plus, où là, tu vas être dans la densité osseuse. Et ils me disent, mais là, je suis pas sur l'os. Je dis, bah, en effet, tu as la peau, tu as les aponevroses, tu as les fascias, tu as les muscles, tu as les tendons, et après, tu es sur l'os. Et donc, quand tu es en lecture sur l'os, tu as tous tes tissus avant. Et donc, ma question, en fait, elle est, nous, en kiné, il y a toute une nouvelle révolution qui est basée sur des études qui nous expliquent qu'en fait que notre main n'est pas fiable. Et en effet, là, il y a une sorte de consensus qui est en train de se créer dans la littérature scientifique, qui est de dire un kiné, qu'il ait 0 année d'études ou 25 années d'études, en fait, on se rend compte que sa main n'est pas un outil qui est fiable. Cependant, tu auras une différence entre un mec qui a 25 années de pratique versus celui qui a 0 année de pratique dans sa capacité de traitement. En gros, c'est-à-dire que tu leur demandes en aveugle de savoir s'ils sont sur le psoas, sur le piriforme, qu'ils aient 0 ou 25 années d'études, ils ont autant de chances de se planter. Par contre, celui qui a 25 années d'études, enfin, pardon, pas d'études, d'exercice, il aura plus de chances de traiter une dysfonction sacro-iliaque parce que, à la fois avec ses mains, avec ses connaissances et son expérience, il aura un meilleur résultat. Mais Donc, pour toi, la ça, transposition, ça doit te parler, j'imagine, non? exactement ce que je te disais, il y a un truc magique.
enfin un truc magique. Il n'y a rien de magique. L'expérience. Mais dans l'expérience, il y a des trucs, des détails sur lesquels on ne peut pas mettre de mots, qui font que la répétition, et c'est aussi le principe de l'entraînement, entraînement intellectuel, sportif, etc., qui font que l'expérience et l'entraînement font que le résultat, en faisant le geste, quelque chose qui nous paraît être la même chose, va différer, avec une efficacité, une pureté, un truc qui va différer. Et c'est magique, hein, c'est C'est incroyable. magique. Et d'ailleurs, je ne Et sais la pas si toi, transition, ça… elle est progressive, tu sais Oui, pas bien quand sûr. Ah oui. Et puis, des fois, dans tu l'eau, sens tu qu'il y a vas te des planter. Ouais, ouais, c'est ça. Des fois, tu sens qu'il y a des étapes. Je sais pas Ouais. si vous, ça vous arrive. Moi, des fois, je sens qu'il y a un truc, je me dis, j'ai compris un truc. Pas compris intellectuellement, mais j'ai senti un truc, j'ai ressenti un truc, et je reviendrai plus en arrière. Et bon, c'est pas tout à fait vrai, parce que Ouais. tu comprends. Ouais. Souvent, ouais. Tu remontes. Mais des fois, tu sens des paliers. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait progressivement, et je pense que ça se fait toute la vie. C'est-à-dire que là, on dit sur un kiné qu'à 25 ans, mais si tu avais une carrière de 200 ans, ça marcherait encore. Je pense C'est aussi. c'est Et, fascinant. et tu vois, tu parles de palier. Encore une fois, je parle un peu de kiné. Bon, moi, en plus, en thérapie manuelle, on a tout l'aspect, littéralement, mobilisation articulaire. Alors, tu peux l'appeler comme tu veux, trust, impulsion. À un moment donné, ça reste toujours la même chose. Pour nous, le vrai levier, c'est quand tu arrives à être reproductible sans reproduire de symptômes sur ta technique articulaire. Encore une fois, au JJB, le nombre de fois où tu ne sais pas pourquoi sur un mec qui va te passer une garde ou quoi que ce soit, où tu vas entendre tes vertèbres craquer, c'est pas hyper agréable. Quand tu arrives à le faire, à l'intégrer dans un diagnostic clinique qui diminue tes symptômes et à faire une technique reproductible et tu le sens vraiment sous les mains, là, c'est un déclic. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, tu le perds, enfin, tu franchis un palier, mais moi, ça m'est arrivé régulièrement d'avoir une technique, de penser la réussir, tu la perds. Pendant Ouais. sur 5, 10, 20 patients, ça passe, tu n'y arrives plus. Pendant 2 mois, tu n'y arrives plus. Tu pars en vacances et tu reviens et tu ne sais pas pourquoi ça marche à nouveau. Ouais. Il y a ce truc. Il y a ce Et du truc. coup, ça me rassure finalement avec des gestes qui sont complètement différents. Tu aurais une petite anecdote, toi, je ne sais pas, moi, sur un bistouri, sur un ciseau, un petit geste technique où tu arrives à marquer une différence par rapport à quelqu'un qui vient d'arriver, qui t'explique la grande théorie, tu dis, bah voilà, tu vois, moi, avec mes doigts, j'arrive à faire ça. Et tant que tu n'arriveras pas à faire ça, tu n'auras pas franchi un cap. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. Ouais, ça, tu peux le. Alors, la technicité chirurgicale, elle est telle que tu peux pas tricher. C'est-à-dire que t'as des trucs qui coupent, tu vois ce que tu fais, tu vois les effets tout de suite si tu coupes. Donc, quelqu'un qui, ouais, par exemple, des trucs tout cons, la façon dont tu vas disséquer le nez. C'est-à-dire, par exemple, bon, je reviens au nez parce que c'est ce que je fais C'est le ta plus. spécialité. C'est-à-dire, disséquer, ça veut dire comment tu vas séparer, par exemple, le cartilage de la muqueuse, de la cartilage de la peau, séparer les différents plans. La façon dont tu vas le faire va faire que tu vas être plus ou moins hémorragique, si tu veux. Et Tu vas faire saigner plus ou moins. tu vas faire saigner plus ou moins. Et la façon dont tu vas faire tes mouvements, les mêmes gestes, c'est-à-dire tu vas enlever les mêmes portions d'os, etc., euh, va conditionner un petit peu le gonflement que tu as en fin d'opération. Et là, quand je regarde des photos en fin d'opération, j'ai mes patientes, par rapport à mes patientes d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, enfin, elles sont de moins en moins, en général, après il y a des cas particuliers, mais en général, elles sont de moins en moins marquées, de moins en moins gonflées, etc. etc. Et quand je regarde des photos à moi d'il y a 10 ans, je fais, ah ouais. Et je vois, et ça, tu vois, ça, je vois parfois des Alors, copains, des chirurgiens, etc., qui ont moins d'expérience et qui en sont à des étapes différentes. Et alors là, il faut. tu me lances une perche. Tu me lances une perche parce que nous, en tant que kiné, souvent nos patients, le post-op que j'aime moi le plus fréquemment, c'est la ligamentoplastie. Post-rupture de Ouais, ligament croisé, tu te fais opérer. Le truc qui conditionne plus les capacités de récupération, c'est la chirurgie. De très très loin. C'est-à-dire que entre un mec qui va ressortir de l'opération avec un genou sec de chez sec, tu peux être sûr qu'en 3 jours, il remarche quasiment sans béquille. Alors que si d'accord. jamais il ressort avec un genou comme ça, tu auras beau être le meilleur kiné de la Terre. En Il n'aurait fait, pas d'un. voilà. Contrairement à la kiné de la main, par exemple, Ah où ouais, là, vraiment, le résultat, la kiné de la main, le j'en fais résultat, quasiment jamais. ah, kiné de la main, parce que j'ai fait la chirurgie de la main. La kiné de la main, ton résultat, il est autant, le pronostic fonctionnel, autant conditionné par la qualité de la chirurgie que par la qualité de la kiné. Prends le meilleur chirurgien du monde avec un mauvais kiné, t'as que dalle. Et vice-versa. Hmm.
Le genou, c'est vraiment la chirurgie, quoi. Donc, le Ah, genou, pour le genou, franchement, alors tu peux avoir des kinés qui vont te niquer ouais, je fais le ton lourd. opération, hein. Le mec qui te fait que, Ça, de la, c'est pour ce que je dis. que du vélo après ta rupture de LCA ou qui fait pas de mobilisation, il va te le niquer. Par contre, allez, je dirais que c'est du 80-20. C'est-à-dire que si le chirurgien il te fait un truc nickel de chez nickel, franchement, les patients, ils vont se mobiliser tout seuls, ils vont récupérer tout seuls. Pour la main, ouais. Je suis en La train de main, penser ouais. à d'autres trucs où on a plus notre. Pour l'épaule. Je dirais que pour l'épaule, mais là, sur de la chirurgie de l'épaule, là c'est vraiment c'est du main dans la main, quoi. Ouais, 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 c'est clair. Et du Je sais coup, on plus va. Ouais. initiale. Je ne sais plus quelle était la question La initiale. question initiale, c'était ouais, tes gestes. Est-ce que tu disais finalement, tu as des gestes qui trichent pas, mais finalement, la vascularisation, juste pour ça, ça varie de chaque individu. Imagine, ça doit arriver Oui, mais c'est d'avoir la une. façon dont tu peux passer dans des plans avasculaires, c'est-à-dire tu peux, si tu es très habile, pas particulièrement habile, mais très expérimenté, tu peux arriver à ne pas faire saigner en faisant parce que tu vas Ça se être fait à plus. l'œil nu ou avec des lunettes? Ouais, ça se fait à l'œil nu. Non, non, ça se fait à l'œil nu, c'est pas de la microchirurgie, ça se fait à l'œil nu. C'est chiant, c'est pas pratique parce que tu faut regarder, t'as pas beaucoup de place pour regarder ce que tu fais, mais ça se D'ailleurs, fait à les l'œil nu. chirurgiens, ils ont mal au dos ou pas? Ouais, ah ouais. Des bas de contention pour certains et mal au dos. Ouais, ouais, moi, je finis Ah, les journées. chirurgien, infirmière au bloc et tous ceux qui bossent au bloc, je l'ai déjà fait, c'est épuisant, hein. Ouais, ouais, c'est épuisant. Et ouais, ouais, nous, on a mal au dos. Enfin, en tout Mm. cas, on a des très mauvaises postures, hein. Tu me verrais opérer une journée, tu serais outré, quoi. Alors, Tu je me te rassure. cernerais de. Non, mais et à raison, hein, non, on est vraiment. Bah, après, on fait comme on peut, hein. Alors, sur la posture, il y a peu d'études qui prouvent le lien entre posture et mauvaise posture et douleur. Cependant, je pense que c'est plutôt le fait que tu sois dans des positions prolongées, pas forcément très, très bien, très, très agréables, qui sont plus ou moins bien tolérées. En gros, si tu restes pendant une demi-heure toujours dans la même position, qu'elle soit bonne ou mauvaise, au bout d'un moment, ça peut déclencher des douleurs. Mais attends, ça m'a beaucoup plu ce que tu m'as dit, c'est très rassurant. Ça veut dire que je suis affalé, je me tiens mal, ça va pas forcément avoir sur le Non, long terme des conséquences. Ah, mais c'est top. Parce que ça, exactement. c'était Ça, ouais, plus de grand-mère, mais ça ouais. me fait plaisir de l'entendre, ça me rassure. Ouais, il y a Je même me certaines. pousserai un peu du coup. Je Exactement. me Là, tu pousserai peux dans y ta aller. tête. Tu peux y aller. Mais tu vois, typiquement, on a étudié, c'était sur certaines études qui ont prouvé que tu avais une meilleure hydratation de tes disques intervertébraux en position assise. Ah ouais, alors que c'est Alors pas que spontané. c'est pas logique, c'est complètement illogique et tout. Mais en gros, c'est pour ça qu'on est de plus en plus en train d'enlever cette notion d'idée de la mauvaise posture, parce Yes. que c'est très culpabilisant, parce que tu vas augmenter la sensibilité du système nerveux central à un message nocebo. En gros, plus je te dis que tu as une mauvaise posture et que c'est pas bon pour ton dos, plus tu vas être dans cette posture-là, et plus tu vas flipper, plus tu vas avoir en fait des Ouais, douleurs. ouais, À ouais. l'inverse, si je te dis juste, J'espère. bah voilà, essaie de Tu sens que changer de t'as mal. position, Ouais. de manière à trouver des positions qui soient confortables. Maintiens une activité sportive pour muscler ton dos et globalement, ça va bien se passer. Ben, on sait que ça va Hyper intéressant. diminuer tes douleurs. Ah, mais ça, je pourrais en parler pendant des heures. Et Et est-ce sur... que on peut Ouais, pas pousser le truc? C'est juste un truc qui me vient à l'idée comme ça. vas-y. Est-ce que tu penses pas qu'on s'adapte pour se mettre dans la position qui nous est la plus favorable? Si, bien sûr que si, évidemment. Et Voilà, je c'est suis pour comme ça ça, que, je suis resté sur ma chaise et peut-être que mon corps, il veut que je sois comme ça. mais évidemment. Et c'est pour ça que parfois, moi, je fais un peu la guerre aux ostéos et aux thérapeutes manuels qui vous disent: ah, voilà, vous avez le bassin décalé, le psoas à gauche qui est complètement spasmé, c'est pour ça que vous avez mal. Alors qu'en fait, la personne, elle se met juste là, justement, pour pas avoir mal. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Oui, Et c'est la poule. voilà. Et donc, de vouloir, et surtout qu'il y a des gens qui sont complètement asymptomatologiques, qui sont dans des postures de merde. Justement, j'en ai fait une vidéo là-dessus, de merde esthétiquement, mais qui sont Ouais. très bien comme ça, qui Qui auront arrivent jamais. même pas, qui auront jamais mal. En fait, on est de plus en plus, quand tu regardes la littérature, en train de dissocier complètement qu'est-ce que c'est une bonne posture. Est-ce que ça veut être droit ou est-ce que ça veut dire être efficace? Et si on D'accord. s'inspire du sport à très haut niveau, ils ont parfois des postures de merde qui respectent aucune biomécanique logique et les mecs, ils sont capables de faire des super bonnes perfs alors que esthétiquement, c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Et en fait, est-ce que ça prévient des blessures? Ben là aussi, on a très peu Ah, de littérature sur qu'est-ce qui prévient vraiment la blessure, si ce n'est ce qu'on sait, c'est que globalement, d'avoir un rythme de travail, rythme d'entraînement qui soit au niveau de tes capacités d'adaptation de tes tissus, bah là, c'est le meilleur moyen. Donc en fait, je suis toujours un peu en guéguerre. Bon, on déborde complètement, mais comme ça c'est et ça- intéressant. et c'est une école ou alors c'est vraiment encore très.
très minoritaire. En fait, Alors, c'est pas une école, hein, c'est de la littérature scientifique, c'est toutes les ouais. Oui, mais systématiques. est-ce qu'elle elle a déjà imprégné la pratique ou alors parce que toi, tu te tiens au courant et vous êtes peu encore à le. Ou alors il y a les vieux de la vieille qui ne veulent pas en entendre Bah, moi, parler. pour te dire ça, oui, comme toujours, moi, ce discours, je l'ai changé il y a 2 ans. Ouais, Jusqu'à donc, il y a 2 ans, je te disais l'inverse. ouais. Donc, Bah, c'est parce que tu et commences à prendre plus d'expérience dans parce ton métier que, aussi. ouais, puis je suis devenu prof, mais ça change. Voilà, surtout. Aujourd'hui, enfin, je dirais que 30 à 40% des étudiants qui sortent d'IFMK aujourd'hui, ils ont ce discours-là. Que Ouais. la bonne posture, c'est le mouvement. Mais ça, c'est en train de changer. Et c'est hyper Et intéressant. Alors, ouais, tu m'apprends un truc. Je savais pas du tout. ouais, Moi, tu vois, je pensais que. J'y connais rien, hein, posture, mais kiné, etc. Je pensais que c'était acquis. On avait des trucs et qu'on changeait pas de. Ça améliorait les techniques, mais on changeait pas de paradigme comme ça. C'est une révolution. ouais, ouais. Et c'est pour ça que tu vois, euh, on est en échec complètement sur ces formations gestes et postures où on va dire aux gens plier les genoux, garder le dos droit, qui sont pas efficaces parce que non seulement les gens ils n'arrivent pas à appliquer ces conseils-là, mais en plus de ça, qui sont qui portent pas les résultats. Et qui porte pas le résultat. Donc, c'est en train de changer. Et tu vois, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que moi, j'en parle régulièrement à des médecins. Encore aujourd'hui, c'est ce qu'on vous apprend en faculté de médecine. Alors, on ne vous apprend pas la posture, mais on vous apprend en gros que le dos est dégénératif, qu'il s'use et que des mouvements répétés vont user le dos. Et ça revient carrément sur tout le paradoxe de faites du sport, mais en même temps, dès que vous faites du sport et que vous avez mal, arrêtez le sport. Mm. Tu vois? Exactement. Enfin, évidemment, je pourrais en parler pendant 4 heures, mais je trouve que c'est hyper intéressant. Et tu vois, tout à l'heure, on parlait en off et j'étais super content quand tu parlais de la kiné en tant que spécialité. Tu vois, tu m'as pas parlé de paramède. Spontanément, tu parlais de la kiné comme une spécialité. Et nous, on a un peu cette vocation-là aujourd'hui de se dire, bah, on s'appuie de plus en plus sur la littérature scientifique, là où encore avant, on avait une vision qui était purement empirique. Et aujourd'hui, bah, quand on regarde la littérature scientifique, bah, on a vraiment des choses à avancer au-delà de la kiné, mais dans la médecine globalement. Parce que dans les discours, on se rend compte qu'on a des discours médicaux et kinés hein, et ostéo qui sont vraiment nocebo et qui entretiennent notamment des douleurs sur tout un tas de facteurs. Bah, c'est hyper intéressant. Et c'est hyper optimiste aussi. Ça veut dire que Bien probablement sûr, les patients sont mieux pris en charge que dans le passé. exactement. Ah, bah, je suis content de t'avoir appris un truc, Fred. Ah ben, Bon, on a complètement dépassé de la chirurgie, mais on va y ouais, mais revenir. Mais tu vois, c'est je hyper pense ça me donne l'idée. Je pense que je ferai, à mon avis, un EP presque avec un neurochir, justement, intéressant. parce que les neurochires, rhumato et neurochir qui sont vraiment dans cette idée-là Ouais, de dire, les gars, il faut bouger votre dos. Même si tu as une hernie discale conflictuelle avec une perte de sensibilité, à un moment donné, ah va ouais, faire du deadlift et va faire du jiu-jitsu brésilien, quoi. ouais, ouais, ouais. L'entorse cervicale, ils immobilisent de moins en moins, ils mettent plus Bien de sûr. collier. Voilà. Ouais, donc non, non, mais c'est hyper intéressant. Écoute, j'ai appris quelque chose de. Cool. J'ai presque envie de me niquer le genou pour profiter des nouvelles philosophies. Touche du bois pour que ça t'arrive parce que le genou, c'est casse-couille. On en revient à ta spécialité. Un truc qui m'a interpellé. Donc, on a compris ce geste qui s'apprend avec le temps et c'est normal. Maintenant, il y a pas mal de tes vidéos où tu parles de critères de beauté, mais des critères qui sont à la fois dans les normes de la beauté, Ouais, ouais. mais aussi de critères de chiffres. J'avais comme exemple, tu as pris Les le cas angles. d'Iris Mittenard, qui au niveau des Ouais, proportions, entre ouais. guillemets, avec tout le respect, parce que moi je la trouve canon, serait C'est pas le mathématiquement, seul. C'est pas et le je suis seul. pas le seul, Il a été Miss Univers, a priori, c'est pas le seul. qui serait mathématiquement disproportionné. Ouais. Et toi, tu dis, ben voilà, elle est disproportionnée. Un peu comme le dos. Tu peux avoir une mauvaise posture, mais avoir zéro problème de dos. Tu peux être disproportionné et être canon. Tu peux nous expliquer tout ça? Ah, ben ça, c'est. Alors, je peux te dire comment moi je vois le truc. Il y a des livres qui en parlent depuis l'Antiquité, etc. La beauté, c'est quelque chose qui est infini, qui est hyper complexe, hyper vaste. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, alors déjà, la beauté avec un grand B, elle, euh, elle inclut beaucoup de choses. Il faut arriver à faire bon, déjà la distinction entre le charme et la beauté. D'accord? Hmm. Le charme, c'est ce qu'on va ressentir au contact de quelqu'un en fonction de ses expressions, ses postures, ses traits physiques, et qui
qui n'est pas forcément en lien, en relation avec la beauté. Ça peut être indépendant. On peut avoir une personne qui est très belle qui n'a aucun charme, ou le contraire, une personne qui n'est pas considérée comme belle et qui a beaucoup de charme. Donc l'attractivité, le charme et la beauté, on peut déjà faire le distinguo. Après, qu'est-ce qu'on entend par beauté? C'est très large. C'est-à-dire que bon, on sait que la beauté, elle n'est pas universelle. Je rigole, Fred, parce que tu vois, tu pourrais te dire, putain, je vais demander quelle est la définition de la beauté à un mec qui fait ça toute la journée, et même lui, il commence à te dire, voilà, dans quoi Non, mais c'est infini. C'est-à-dire que la beauté, bon, il y a un aspect sociétal qui est indéniable. La beauté en 2020 n'est pas la même beauté en 2010, et c'est pas la même beauté en France et en Allemagne. Exactement, tu as tout dit. Et peut-être on y reviendra, mais si on parle des réseaux, parce que peut-être que c'est en train de changer ça. Ouais. Mais effectivement, il y a un aspect sociétal. Il y a un aspect biologique dans la beauté, qui n'est pas forcément agréable à entendre. Parce que l'aspect biologique de la beauté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est attiré, on est programmé, on est malgré tout. Donc il y a l'aspect sociétal et il y a l'aspect biologique, c'est-à-dire que on est un être social, mais on est aussi un être, un animal, l'humain. Certains plus que d'autres. Certains sont plus des animaux. Certains sont des végétaux aussi. Mais donc, on est quand même conditionné pour, avoir. Je parle en général, parce que attention, ces propos-là, ils peuvent être sujets à interprétation, etc., etc. On est programmé pour la survie de l'espèce, etc. Donc, on est un peu programmé pour apprécier un type de beauté, enfin un type de physique qui va nous faire ressentir le fait que la survie de l'espèce. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Jusque-là, j'ai rien compris. Non, moi, j'ai vu un feu de cheminée et une PlayStation. Pour moi, c'est les caractères sexuels secondaires, c'est-à-dire que les seins d'une femme, ça va attirer un homme. Un homme viril avec la mâchoire carrée, etc., va attirer une femme. Un homme grand, fort, va attirer une femme. Parce que, donc, je comprends pourquoi tu dis que ça porte interprétation, parce que ça, c'est les grandes lignes. Mais évidemment, certains vont aimer les mâchoires carrées chez les nanas et d'autres vont pas aimer les seins chez les femmes. Et on est tous différents par rapport à ça. Mais tu dis dans les grandes lignes. Et puis, non. Et voilà, exactement. Ce que tu dis, on est tous différents. Et puis, il y a des femmes qui vont aimer des femmes, des hommes qui vont aimer des hommes, des femmes et des hommes qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants, etc. Donc, on est le fruit complexe de trucs sociaux et de trucs biologiques. Mais biologiquement, on est programmé pour aimer ce qui va. C'est pour ça que quelqu'un qui a une malformation, etc., on va éprouver de prime abord une forme de distinction et un rejet. Et ce qu'ils décrivent souvent un rejet, etc. Envers la maladie, quelqu'un qui a une maladie de peau, etc., c'est quelqu'un qui paraît en mauvaise santé et qui donc n'aspire pas à la survie de l'espèce, va provoquer un rejet. Toi, comme moi, on avait fait un post là-dessus. C'est pas sociétal, on en a des preuves, c'est-à-dire que un bébé qui n'a pas encore l'empreinte sociétale, qui n'a pas encore été formaté, si on lui montre un visage considéré comme beau et un visage considéré comme laid, il va être attiré par le visage qui est beau, etc. Donc là, il n'y a pas l'empreinte de la société encore. C'est pour ça que tu disais que c'est dur à entendre. Eh bien, oui, c'est dur à entendre. C'est dur à entendre parce que c'est pas politiquement correct de se dire que le cerveau humain, tout animal qu'il est, il est programmé à aller vers quelque chose qui est esthétiquement. Exactement. Alors, ça, c'est tout à fait nuancé par l'aspect social et par l'aspect intellectuel, etc. Mais on n'est pas uniquement des animaux, on n'est pas uniquement des êtres sociaux. On est le fruit des deux. Il y a des études scientifiques aussi qui montrent que on va trouver beau quelque chose qui se rapproche de la moyenne de nos expériences. Oui, ça je l'ai vu ça. Voilà, c'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui a grandi en Afrique noire, qui n'a jamais vu un blanc, il va trouver plus beau, plus belle une personne qui lui ressemble plutôt qu'un blanc qui n'a jamais vu. J'avais vu même à court terme, ils avaient fait une étude comme ça, ils avaient pris 10 portraits de femmes
Et ces 10 portraits de femmes, ils défilaient en boucle jusqu'à ce qu'en tout, tu aies vu 100 portraits de femmes. Sauf que il y avait un portrait de femme qui te montait 35 fois et un autre qui te montrait que 2 fois. Et en moyenne, quand on demandait aux gens, et ils avaient quasiment toutes les mêmes caractéristiques mathématiques, la même taille des yeux, le même nez, les mêmes trucs, machin, et ils avaient demandé quelle est la personne que vous avez trouvée le plus belle. Et en moyenne, les gens trouvaient plus belle la personne qu'ils avaient vue le plus de fois. Tout simplement, en fait. Donc, il y a plein d'études scientifiques dans ce sens-là. Et donc après, qu'est-ce qu'on appelle la beauté? Qu'est-ce qu'on appelle la beauté? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est… Moi, je pense que c'est un mélange de tout ça. Je pense qu'il n'y a aucun des aspects sur lesquels on peut tirer un trait dessus. C'est-à-dire, on peut pas dire, ben non, on n'a aucun côté animal. On peut pas complètement tirer un trait là-dessus, comme on peut pas dire on n'est que des animaux, ce qui justifierait n'importe quoi comme comportement, etc. Donc, on est le fruit de tout ça. Et je pense que la beauté, elle est le fruit de tout ça aussi, de la société et de trucs pour lesquels on est conditionné. Donc, c'est quelque chose qui est très… Et le charme est encore quelque chose de différent. Donc, ça fait une équation très complexe. C'est-à-dire que philosophiquement, tu peux en écrire des encyclopédies et réfléchir pendant des décennies. Mais quand tu as un couteau, un bistouri dans les mains… C'est ça ce que j'allais te demander. Ouais, c'est ça, le passage à l'acte. Et bien là, il est concret. Ça se définit avant en consultation. Mais comme ça, attends, le nombre de fois où je suis allé chez le coiffeur et le mec me fait pas la coupe de cheveux que j'ai demandé, c'est chiant. Bon, ouais. Alors, on essaie de cadrer. Alors, les conséquences étant moindres parce que les cheveux repoussent dans la majorité des cas. Les nez, ça repousse pas. Et les nez, ça repousse pas. Donc, tu vas chez le coiffeur, il te dit bon, on fait quoi? Tu dis, tu sais pas quoi dire, tu t'es pas trop renseigné sur les types de coupe de cheveux. Tu dis bah, un truc là. Comme moi, j'imagine. Visiblement, comme moi. Et donc, il te fait bon. En consultation de chirurgie esthétique, on essaie de cadrer les choses, de mieux informer les patientes. Il y a beaucoup Alors, elles sont souvent les patientes, elles s'intéressent, donc elles se sont. Tu as dit patiente, c'est un lapsus ou c'est que tu as quasiment que des femmes qui viennent te voir? On a, alors, en chirurgie esthétique, la demande masculine, elle est en augmentation, mais on va dire que c'est encore 90% féminin. Ah ouais. À part pour les greffes de cheveux, évidemment. Mais généralement, c'est ça à peu près les ratios. C'est 90, 10, 90% de femmes. La demande masculine, elle augmente, il y a une augmentation. Et donc, on essaie de bien cadrer les choses avant. Donc, ça peut se manifester par le fait de multiplier les consultations, de donner Je vois que toi, tu maîtrises très bien Photoshop. Ouais. Tu as une bonne maîtrise de Photoshop, c'est-à-dire que tu as la capacité de faire en 3D, avant, après, de ce à quoi vous pouvez vous attendre? Ouais, alors, ça, c'est difficile aussi parce qu'il faut expliquer. Ça, c'est un outil pour que les patients puissent se projeter. C'est-à-dire que moi, si je dis on va ouvrir un peu l'angle, etc., ça ne parle pas forcément. Une image, ça va parler plus. Mais en revanche, ça a une fiabilité qui est évidemment pas de 100%. Et ça, c'est dur à faire entendre. C'est-à-dire que je refuse d'ailleurs de les donner, les simulations aux patientes. Des fois, on s'engueule un peu avec les patientes pour ça parce qu'évidemment, elles ont envie de les avoir pour réfléchir à tête reposée, pour le montrer à sa copine. Ouais, comme tu montrerais etc. Mais sauf que… en disant regarde à quoi il va ressembler mon gosse. Ouais, exactement. Et souvent, le résultat, ça ressemble à la simulation. C'est jamais strictement semblable. Donc, c'est une relation entre un patient et un médecin. Il faut qu'il y ait de la confiance, il faut qu'il y ait de la compréhension. C'est très dur, hein. C'est très dur. On se plante, hein. Parfois, on se plante. Il y a des médecins qui se plantent sur les patientes, des patientes qui se plantent sur les médecins. Et beaucoup des problèmes qu'on a, beaucoup de problèmes, viennent d'un manque de compréhension sur ce que l'on peut attendre et ne pas attendre d'une chirurgie. On ne peut pas tout faire. On peut pas tout faire. On peut pas venir avec un modèle. Ça, les patientes, quand elles viennent avec des modèles comme ça, je leur coupe l'herbe sous le pied en leur disant écoutez, malgré toute l'expérience que j'ai, je me foutrais de votre gueule si je vous disais je vais vous faire ça. C'est illusoire. Personne n'est capable de vous faire ça. Après, ça, je l'entends, ça, Fred, mais on est d'accord. On est d'accord. J'ai un cliché en tête qui est la personne qui va voir 5-6 chirurgiens esthétiques en lui disant je veux ça. Les 5-6 premiers lui disent non. Elle est là en disant ils se foutent de ma gueule, ils disent qu'ils peuvent pas, la médecine ne peut rien pour moi. Elle trouve le septième qui lui fait. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. C'est moi qui ai un cliché en tête ou c'est une réalité?
Attends, excuse-moi, j'ai mal compris. C'est-à-dire qu'à force Ok. d'aller voir, elle va finir par tomber sur un Elle mec va, qui dirait, qui accepte de lui faire. ah non, non, c'est la réalité, c'est la réalité. On est comme tous les. On peut parler d'éthique, c'est-à-dire qu'on est comme dans tous les corps de métier, tout le monde n'a pas la même éthique. Il y a des gens qui sont plus sérieux que d'autres, euh, qui ont plus d'éthique, des médecins, il y a des chirurgiens qui ont plus d'éthique que d'autres médecins. Ça, on trouve des personnes bien et moins bien dans tous les. Et on n'y échappe pas. En revanche, on est très loin du stéréotype qu'on peut imaginer, c'est-à-dire que ça, c'est un truc qui a toujours été un peu un cheval de bataille pour moi. C'est-à-dire que avant d'être dans le métier, ce que je voyais de la chirurgie plastique, la chirurgie esthétique, c'était quoi? C'était ce qu'on voit à la télé, c'était Nip Tuck, c'était les trucs, les ratés, parce que c'est ça qui fait parler, les ratés, les trucs pas beaux, Les etc. stars qu'on a vues défigurer à cause de la chirurgie esthétique, etc. il y en a Et à donc, l'appel malheureusement. il y en a beaucoup. Alors, la plupart, heureusement, c'est ancien et on les a gardés en tête. La plupart, c'est ancien. Et puis, il y a un énorme biais, c'est-à-dire que je pourrais te citer des dizaines de personnes, célébrités qui font des trucs et on ne sait pas parce que c'est bien fait. Et c'est la grande majorité. Mais évidemment, on va avoir un biais, on va ne On retenir va voir que. Mickey Rourke et Meg Ryan et on va pas. Exactement, Et ça se trouve, Will Smith, il exactement, en fait et on n'est même pas au courant, quoi. exactement. Putain, Mickey Rourke, par contre, il est. Et c'est marrant que tu me parles de lui parce qu'il n'y a pas grand monde qui le connaît et c'est vrai qu'il a une tronche. Et dès lors que je suis rentré un petit peu dans la profession, que j'ai assisté au congrès, que j'ai fréquenté le chirurgien plasticien, je me suis dit, mais c'est des médecins, 80, allez, je ne veux pas dire 99%, mais 95%, enfin, la grande majorité que je côtoie, c'est des gens qui ont beaucoup d'éthique, qui sont très consciencieux, qui font de leur mieux, qui ne pensent pas qu'au fric, c'est pas vrai. Ce qu'ils veulent, c'est ne pas avoir de problème. Ils veulent. Je pense qu'il y a une mauvaise image qui est compréhensible par le traitement médiatique et tout, mais qui est très loin de la réalité. Très loin de la réalité. Dans les chiffres, Déjà, tu veux pour venir. dire, et dans la philosophie? Ouais. Ouais, ouais. Je pense que moi, les gens que je fréquente, enfin, si je te prends l'exemple, tu vois, je pratique surtout à Montpellier, on est une quinzaine, vingtaine de chirurgiens plasticiens, c'est que des gens top, tu vois. C'est que des gens top. Après, il y a Oui. toujours des gens pour se plaindre, etc. Mais tu vois, il y a alors déjà, faut dire. Alors, je vais faire un peu de corporatisme, hein, désolé si ça sonne comme Je ça. ferai celui des kinés juste après. Comme ça, chacun Exactement. sa minute Pour devenir corporative. chirurgien plasticien aujourd'hui en France, c'est très dur. C'est très dur. C'est-à-dire que il faut avoir le concours de médecine, puis après, en sixième année de médecine, il faut passer un concours sur tous les étudiants en médecine. Et il faut vraiment finir très bien classé à ce concours parmi les autres étudiants en médecine pour pouvoir accéder à la chirurgie esthétique parce que c'est convoité, parce que c'est une spécialité sympa, etc. Donc, il faut vraiment être dans les meilleurs des meilleurs. Alors après, ça garantit de rien sur l'éthique. Mais il y a un niveau maintenant scientifique. Alors, c'est une discipline qui est jeune aussi. Le niveau scientifique, médical, aujourd'hui, en 2020, la chirurgie plastique, il est incomparable à ce que c'était en 1980-90. Le diplôme, il venait de la plupart des chirurgiens plasticiens des années 80-90. C'était des chirurgiens de la mâchoire qui avaient fait un peu de liposuction, qui a appris. C'est récent, ça date des années 80, la chirurgie plastique. Mais aujourd'hui, le niveau, il est incomparable. Et les jeunes plasticiens, là, ceux qui sortent des facultés aujourd'hui, là, c'est des super médecins, techniquement, scientifiquement. Et moi, je trouve que éthiquement, et ça, ben, faut me croire sur parole ou pas me croire, mais je fréquente dans, dans la grande majorité des médecins qui sont top, qui m'impressionnent par leur sérieux, par leur. Tu as vu le témoignage que tu as mis tout à l'heure, que tu as publié sur Instagram? Oui. Eh Oui, ben, de la nana qui depuis 10 ans, après une grossesse, n'avait pas retrouvé son corps, était au plus mal. Elle va voir une femme chirurgien esthétique et elle me le signale parce que ça a eu son importance. La femme lui demande de se mettre en sous-vêtements devant le miroir et elle lui dit, Madame, j'opère des dames pour qu'elles aient votre physique. Vous êtes
très bien comme ça. Il n'est pas nécessaire de vous opérer. Elle en avait les larmes aux yeux, elle est repartie. Et j'ai eu énormément de réactions d'ailleurs par rapport à ce Voilà. Parce que témoignage-là. les gens, je dis, mais moi, quand je dis un truc comme ça, les gens me disent, ah, mais c'est incroyable que vous dites ça pour un chirurgien plasticien, vous redorez le blason, etc. Mais c'est le quotidien, des trucs comme ça. C'est le quotidien. On ne veut pas opérer tout le monde. On veut que les gens soient bien. Parce que opérer quelqu'un pour avoir un chèque, pour avoir du fric, si ça ne se passe pas bien, s'il n'est pas content, si c'est moche, c'est que des emmerdes. C'est vraiment je pense qu'il y a un niveau éthique qui est vachement plus élevé que ce que l'on peut imaginer. Alors, on a une mauvaise image, je pense, à cause des médias, à cause de, je sais pas, du fric, parce que c'est de l'esthétique, donc il n'y a pas la sécu, etc. Je sais pas à quoi ça Et tient puis, exactement. moi, je pense que c'est l'affect de voir des stars foirer, de voir Ouais, des médecins et des chirurgiens esthétiques dans la disgrâce et de voir que les mecs ont fait n'importe quoi, qu'ils ont pris un pognon monstre pour faire n'importe quoi et qu'ils ont saccagé les gens. ouais. Et je pense que pour, comme tu dis, une brebis galeuse, c'est toute la profession qui en pâtit. Mais comme tu le disais tout à l'heure, si tu vas aujourd'hui, il y a du nomadisme médical, c'est-à-dire que il y a des gens qui sont dans la relation médecin-malade, une relation client-commerçant. Si tu veux. Ouais. Je veux ça, je veux ça. Et si on leur dit non, c'est pas bon pour vous, ils vont se braquer, aller voir ailleurs, etc. Ça existe. Et donc, des gens qui vont faire du nomadisme médical et aller voir X médecins Nomadisme, qui change de médecin en ouais, permanence jusqu'à avoir ce qu'ils veulent. D'accord, ok, ouais, j'avais pas jusqu'à compris le mot. avoir ce qu'ils veulent, sans écouter qu'avant, il y a 10 médecins qui lui ont dit non, c'est pas bon pour vous. Il y a plus de mal que de bien, ne le faites pas. Ils vont toujours finir par trouver quelqu'un qui va leur faire un truc qu'il ne fallait pas faire. Mais est-ce que pour autant, ça doit jeter le discrédit sur toute la profession? Moi, c'est vraiment pas ce que je vois. Et en fait, j'ai pris conscience de ça avec Instagram, avec les réseaux et tout. Quand je dis non, ben ça, il vaut mieux pas le faire, etc. Et j'ai toujours quelqu'un pour me dire, oh là là, c'est beau que vous parliez comme ça. Moi, c'est ce qui m'a séduit chez toi, hein. C'est Mais non, mais tout justement le monde. le Et, double discours que tu as en permanence en disant je suis capable techniquement de vous apporter ça, cependant, pour vous, je ne pense pas qu'il soit nécessaire. Vous êtes déjà très bien. Je l'ai écrit là dans le programme que je m'étais fait aujourd'hui. C'est un double discours qui est à la fois technico-médical et tout à fait body positive. Et mais ça, y je a- l'exprime peut-être moi sur les réseaux, mais en tout cas, je t'assure que ce que je vois de mes confrères en France, ce que je fréquente moi, c'est qu'on est ils sont tous plus ou moins comme moi. non. Je suis pas Alors, du tout dans un on ange, va, machin. on va revenir là-dessus parce que je trouve ça hyper intéressant. Mais comme tu as fait ta minute corporative, je vais la faire aussi. Pour les kinés, moi j'ai exactement la même chose. Vraiment, je ne connais, mais vraiment, je vous assure, je vous regarde droit dans les yeux dans la caméra, je ne connais que des kinés qui font bien leur boulot. Et ça me fend le cœur quand j'entends des gens qui disent ouais, moi mon kiné il prend 8 patients en même temps, il fait pas de bilan, il Exactement. s'en bat les steaks. Et ça, je On l'entends l'entend souvent. malheureusement très souvent. Mais moi, dans mon entourage, je ne connais que des kinés qui se remettent en question, qui lisent de la littérature scientifique, ou au moins s'ils ne font pas ni l'un ni l'autre, se disent merde, il faut que je le fasse parce que je sens que dans mes patients, je ne peux pas leur apporter tout ce que je leur apporte. Donc, clairement, et j'avais fait le sondage sur Instagram, ça m'avait brisé le cœur. J'avais demandé, d'après vous, avez-vous l'image des kinés comme étant des poseurs d'électrodes? Accroche-toi bien, à 60%, les gens disaient ouais, moi en effet, j'ai l'image des kinés comme étant les poseurs d'électrodes et c'est pour ça que je n'y vais plus. Moi, je me dis, si mon seul rôle sur les réseaux sociaux, c'est de dire non, mais attendez, la kiné, là, à l'heure où on parle, je crois que j'ai dû faire 800 posts sur Instagram, 80 sur YouTube. Je n'ai pas parlé une seule fois d'électrothérapie. Ou alors, je l'ai dit une fois et c'était pour dire bah, c'est intéressant en post-op sur tel cas. Le reste du temps, je donne des exercices, des conseils, de l'éducation, bref. Et tous les kinés que je connais, que je côtoie, alors évidemment, on peut dire que c'est biaisé, mais sont dans cette philosophie-là. Et c'est pour ça que j'explique toujours aux gens, ça ne sert à rien de vouloir aller voir Grégoire, on s'en fout. Prenez rendez-vous chez un confrère, allez voir un confrère qui vous fasse un bilan, discutez avec lui, échangez avec lui, et vous allez voir que dans 90% des cas, vous aurez en face de vous quelqu'un qui va essayer de faire bien son boulot. Et que c'est Ouais. dommage que 10% de la profession pénalise 90% des autres.
Ouais, alors est-ce que c'est ça qui pénalise ou alors est-ce que c'est la façon dont est perçue la médecine et le soin en France et je sais pas. Mais écoute, ça rejoint exactement la même chose parce que effectivement, j'ai déjà entendu ça plein de fois hein, sur les kinés. Peut-être même je l'ai dit dans ma vie une fois Mmh, comme ça en répétant des mmh. poncifs et, euh, et, et je pense que cette image, à quoi elle peut tenir Bah, tu vois, moi, séparément? j'en profite du fait que tu sois chirurgien, parce que finalement, entre chirurgien et kiné, alors moins sur de l'esthétique, mais chirurgien ortho et kiné, et chirurgien neuro et kiné, on échange énormément. Moi, ça m'arrive parfois d'avoir des patients qui sortent de chirurgie ortho et qui n'ont pas de prescription de kinésithérapie. Et sur des gestes, ils en auraient besoin. Et finalement, quand tu grattes un peu, c'est le chirurgien qui ne prescrit plus de kiné. Et quand tu leur demandes pourquoi, bah, ils te disent, bah, si c'est pour vous envoyer quelqu'un, alors que moi, je me suis fait chier à faire une opération où j'ai fait le truc bien et vous lui mettez des électrodes, je préfère qu'il fasse des exercices chez lui parce que la littérature nous dit qu'il est plus bénéfique de faire des exercices que des électrodes. Et je l'entends tout à fait. Et je l'entends tout à fait. Si Toi, tu toi, opères et tu, que Toi, tu attribues ça au fait que tu es un pourcentage de brebis galeuses, comme dans toutes les professions, qui discrédite. je pense. Je pense, et puis j'accorde ça, et on en a parlé en off et on est d'accord là-dessus, et c'est aussi pour ça qu'on communique sur les réseaux sociaux, qu'on fait de l'information. C'est Je suis pas dans une philosophie, et je l'ai vu hier sur Twitter, ça me gonfle, un mec qui balance son temps à dénoncer les autres kinés et qui dit si on veut faire le ménage dans notre profession, le meilleur moyen, c'est de dénoncer. Mm. Moi, éthiquement, je me dis dans une équipe de foot, si tu veux que ton équipe elle gagne, le meilleur moyen, c'est quoi? C'est de dire Marcel, il a loupé son tacle, ou c'est de dire tiens, regarde Jean-Pierre, il les a tenus, il a fait le meilleur match de sa vie, et c'est d'être, entre guillemets, par l'exemple. J'ai pas la prétention d'être un exemple, mais j'essaye du moins d'essayer de montrer le meilleur de moi-même. Et je me dis, si tous les kinés, pas tous les kinés, pardon, je vais reprendre ma phrase, si plusieurs kinés montrent le meilleur de ce qu'ils savent faire sur les réseaux sociaux dans un but d'information, de servir toute la profession, ça peut redorer notre image plutôt que de dire il y a un tel qui fait de la merde et il faut le dénoncer, il faut le virer, ou parce que finalement, tout ce que tu fais en faisant ça, c'est mettre la lumière sur la brebis galeuse. Alors que finalement, tu mets du coup dans l'ombre tous ceux qui bossent bien. Ah ouais, tu as raison. Je suis tout à fait d'accord. Moi, ma question, comment tu fais quelqu'un qui vient avec des complexes, et on peut imaginer l'état émotionnel qui a une atteinte sur leur santé. Heu, Quelqu'un qui vient avec un vrai complexe, je dis n'importe quoi, un nez, bon, on va prendre le nez, mais une mâchoire, des seins qui sont pas symétriques pour un mec qui a, une déformation quelconque. Comment tu fais toi pour l'écouter, l'entendre, prendre vraiment ce complexe-là et lui dire: «Moi techniquement ça c'est ce que je peux vous apporter» ou au contraire, je pense qu'on ne va pas le modifier pour telle ou telle raison, pour que ce soit bien entendu, parce que, je pense que tu dois le savoir, en tant que chirurgien esthétique, tu incarnes une forme de vérité, tu vois ce que je veux dire, d'autorité, de je sais que mon message, quand je vais dire vos seins sont très bien comme ils sont, ça n'aura pas du tout le même impact que son mari, son mec, ou que le connard d'ex qui lui a dit tes seins sont moches. Tu vois ce que je veux dire? Comment Ah ouais. tout ça, tu le gères? Alors, je pense que la meilleure façon d'aborder les complexes, c'est l'empathie. L'empathie, c'est d'écouter les gens, de vraiment les écouter, de ne pas les juger. Parce que quelqu'un qui consulte, quelqu'un qui franchit la porte, qui fait la démarche, qui prend rendez-vous, qui vient payer sa consultation de ses propres deniers, c'est quelqu'un qui ne vient pas très rarement pour n'importe quoi. Donc déjà, l'écouter sans juger, même si on peut estimer que c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire, que c'est un complexe qui est futile, etc. Donc vraiment écouter avec empathie. Et empathie, ça veut dire aussi pas se foutre de la gueule des gens, c'est-à-dire pas les rassurer, entre guillemets, les rassurer à tort, c'est-à-dire Mmh. le truc qu'ils entendent toute la journée, c'est la patiente qui vient pour son nez, un nez qui est disgracieux, toutes ses copines lui disent mais non, t'es bien comme ça, etc. Ce qui est leur rôle. Et moi, c'est pas mon rôle. Je suis pas le copain, je suis pas ni le petit copain, ni un prétendant, ni un ami. Je suis L'expert. l'expert, le médecin. Elle a une attente humaine, c'est-à-dire elle veut voir quelqu'un qui a de l'empathie, qui l'écoute, qui comprend, qui s'intéresse et qui a une approche technique, qui veut dire, oui, bah, effectivement, ce que vous me dites,
ce que vous me dites, là, le nez qui tombe, c'est vrai, vous l'avez, c'est vrai, je comprends que vous trouviez ça disgracieux, quand vous souriez, ça tombe encore plus, c'est pas très joli, ça durcit votre visage, voilà ce que je peux faire, voilà ce que je peux pas faire. Déjà, elles apprécient ce truc. Euh, Parfois, ça les remue un peu, les patientes, parce que Il y en a beaucoup qui pleurent en consultation. il n'y en a pas beaucoup, il y en a qui pleurent de temps en temps. Elles pleurent lorsque elles ont pris beaucoup sur elles. C'est dur émotionnellement de venir dire ça parce qu'elles n'osent pas le verbaliser ou alors elles ont peur que ce soit pas, elles ont peur de ma réponse, elles ont peur que je leur propose pas de solution. Ça arrive de temps en temps. C'est plutôt des larmes ouais, d'émotion. C'est pas forcément de. Genre, elles ouvrent un truc qu'elles n'avaient pas forcément envie d'ouvrir ou pas Ouais, l'habitude. ça peut être difficile. C'est pas du tout forcément en rapport avec l'intimité, avec la poitrine, etc. Ça peut être n'importe quel complexe, mais c'est une démarche qui n'est pas forcément facile. Il y a des patientes qui sont extrêmement à l'aise avec ça. J'aime pas mon nez, j'ai une bosse, je vais me le refaire, je serai mieux comme ça. Quel est le problème? J'emmerde tout le monde. Il y en a des patientes qui sont extrêmement à l'aise. D'autres pour qui c'est très tabou. On le voit, alors c'est vrai que chez les patients jeunes, c'est un peu plus accepté, on va dire, mais pas forcément. Parfois, c'est le contraire. Des patientes plus âgées qui sont très à l'aise avec ça, des patientes jeunes pour qui c'est très tabou parce qu'elles ont un environnement familial, une éducation qui fait que elles ont l'impression de faire un truc très, peut-être une bêtise, de désacraliser leur corps. Bon, voilà, il y en a qui viennent avec beaucoup de euh, pour qui c'est très difficile de venir. Et donc, je pense que à partir du moment où on est empathique, euh, on instaure une bonne relation avec les patients. Et ils sont aptes à écouter. Et après, je pense qu'il faut être très honnête dans ce qu'on va leur proposer. C'est-à-dire, je peux vous proposer, je pense que l'opération, vous aurez un très beau résultat, ce sera très sympa. Je pense que l'opération va vous améliorer, mais ce ne sera pas la folie. Je pense que l'opération, pour vous, très honnêtement, ça ne va pas apporter grand-chose. Je pense que l'opération, pour vous, c'est dangereux, il ne faut pas la faire. Vous avez du diabète, vous avez de la tension, vous fumez, c'est une opération qui est de confort, etc. Là, c'est hors de question de faire l'opération. Donc, dès qu'on se met en empathie, les patients apprécient. Après, une fois qu'on a créé une bonne relation avec les patients, c'est-à-dire qu'ils voient qu'on est sincère, qu'on est en empathie avec eux, l'empathie, c'est pas comme la sympathie. L'empathie, ça veut dire comprendre leur complexe, mais ne pas se mettre de leur côté, pas leur dire les trucs qu'ils ont envie d'entendre. Souvent, moi, je dis que l'empathie, parce que nous, on l'a beaucoup aussi dans notre métier. Pour moi, l'empathie, c'est pas de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, c'est de dire aux gens ce qu'ils ont besoin d'entendre, mais avec la forme. Tu serais d'accord Exactement. avec cette définition? Exactement ça. C'est-à-dire, faut pas leur dire, on ne dit pas à quelqu'un, non, c'est comme ça, vous êtes foutu, etc. On, Hmm. dit, on le dit avec la forme humaine, mais on est là pour dire quelque chose qui va pour leur bien. Et parfois, pour leur bien, parfois, il faut secouer les patientes, il ne faut pas leur dire le truc qu'ils ont entendu 50 fois. Parfois, ça leur fait bizarre, hein. Parfois, ça les secoue un peu, les patientes disent oh là là, mais vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, etc. Mais je pense que c'est la clé. Une Tu fois qu'on est travailles avec empathique, des psychologues, main dans la main? non. Enfin, non. Ça arrivait hein, dans quelques cas, mais dans la grande majorité des cas, non. C'est à nous, chirurgiens, de faire le psychologue. Alors, on n'est pas psychologue, on n'a pas une formation de psychologue, on ne l'apprend pas. C'est pas quelque chose qu'on apprend, ça c'est un truc qui se travaille, qui vient avec l'expérience. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps, on se plante. On se plante. On se plante de moins en moins, mais on se plante. Quand je dis on se plante, ça veut dire qu'il y a des patientes qui doivent pas se faire opérer. Parce qu'elles ne viennent pas parce qu'elles ont un complexe, elles ne s'aiment pas globalement et rien qui va. Elles espèrent qu'avec une opération, ça va leur permettre, et finalement, l'opération, si on l'a fait parce qu'on a mal jaugé le truc et tout, elles sont déçues, elles vont euh, euh, mettre le problème sur une autre partie de leur corps. On les aide pas, on les aide pas. Et donc, on les aide pas parce que il y a certaines patientes qu'il ne faudrait pas opérer. Il faut repérer celles qui
celles qui ont vraiment un complexe, celles qu'on peut aider tout simplement. On ne peut pas aider tout le monde. Et ça, c'est effectivement, c'est de la psychologie. Et c'est pas évident. C'est un aspect très difficile du métier, parfois aussi difficile que l'aspect technique, je dirais. Vous en parlez Parce entre vous, entre chirurgiens, lors de colloques, de trucs comme ça ouais, sur cet aspect-là? beaucoup, ouais, beaucoup. Alors, quand c'est des cas vraiment poussés où on sent qu'il y a quand même presque quelque chose de pathologique, etc., on n'hésite pas à envoyer en consultation un psychologue, etc. Mais c'est pas évident. Hein. C'est pas évident les patientes, elles sont. On a eu à un moment une stagiaire psychologue dans notre cabinet qui venait faire un stage, etc., et qui se proposait de voir les patientes pour faire une analyse psychologique avant, comme ça. Mm. Et c'était pas évident, c'était très intéressant, hein, c'était vraiment super. Hein, ce qu'elle faisait, elle apportait un vrai truc, une vraie plus-value, mais c'était pas évident. Les patientes, elles adhéraient pas forcément au truc. Bah non, j'ai pas besoin de voir un psychologue, j'aime pas mon nez. Mm. Parce que eux aussi, les psychologues souffrent de ça, ça veut dire que je suis folle, qu'est-ce que. Et les psychologues aussi souffrent de ça, mais ça apportait un vrai truc. Et je pense que l'approche psychologique, ça a été faite par des psychologues, des psychiatres et tout, ce sera encore mieux. Mais en pratique, c'est difficile à mettre en place et c'est nous qui devons faire ça. Et je te dis, hein, parfois, on se plante. Moi aussi, ça m'arrive de me planter parfois Mm. là-dessus, de mal jauger. La psychologie, elle est hyper importante dans le suivi, quand le résultat est pas tout à fait à la hauteur de ce que la patiente attendait ou ce que nous on attendait, qu'il y a besoin de retouches, qu'il y a un problème, qu'il y a une complication. C'est vraiment, il faut être là, quoi. Les gens sont C'est pas. c'est tabou encore aujourd'hui d'aller voir un chirurgien esthétique? C'est moins tabou, mais moins tabou qu'avant. Je te dis, il y a des patients qui sont très décomplexés, d'autres pour qui c'est encore tabou. C'est plus tabou que dans certains pays où c'est complètement démocratisé. Il y en a Bon, qui viennent te globalement, voir, par exemple, ça fait 20 ans qu'elles souffrent, 20 ans qu'elles n'osent pas, ouais, 20 ans qu'elles ouais, hésitent et ouais, elles viennent te voir. ouais, Il y a eu un ouais, déclic et ça y est, c'est maintenant. ouais, un divorce, on voit des trucs, une dame de 65 ans qui vient refaire son nez parce qu'elle part à la retraite. Il me dit, ouais, il m'a emmerdé toute ma vie, allez, maintenant je le fais. On YOLO. voit, ouais, ouais, on voit plein de cas différents, ouais. Il y a quelles sont les étapes, ouais, beaucoup les divorces, les gens qui voulaient pas faire un truc ou ils disent bon allez maintenant ou alors une dame qui s'est occupée de ses enfants et puis voilà les enfants sont partis etc et elle dit bon maintenant je m'occupe de moi. Ça, ce truc maintenant je prends soin de moi et Tu as bon un c'est profil de patient en âge, en milieu socio-professionnel ou tu as toute la France qui vient te voir? moi j'ai un profil comme je suis très actif sur les réseaux et j'ai plus une patientèle assez féminine assez jeune parce que je suis très Instagram etc. Mais globalement, pour le chirurgien plasticien, c'est extrêmement large, hein, extrêmement large. Il y a tout l'aspect anti-vieillissement, tu sais, le rajeunissement. Donc ça, Tiens, c'est sur le vachement. rajeunissement, quels seraient un peu, toi, les conseils, les grandes lignes que tu pourrais donner? Qu'est-ce qui fatigue le plus? Qu'est-ce qui use le plus? Et à l'inverse, qu'est-ce qui permet de préserver? Alors, là j'ai un avis très tranché qui n'est pas forcément agréable à entendre aussi. C'est que ce qui marche, entre guillemets, c'est les trucs qui font chier, qui font chier les gens. C'est-à-dire ne pas fumer, fumez pas, vous exposez pas trop au soleil, mangez bien. Ça les gonfle, les gens. Mais c'est des trucs qui marchent scientifiquement. Le détox, le smoothie avec du concombre et du curcuma, le massage facial avec le petit rouleau au quartz, etc. Ça, c'est sympa à faire. Mais il n'y a aucune preuve scientifique. Les crèmes? Moi, moi c'est du. Les crèmes, moi, honnêtement, les crèmes, je pense que l'hydratation de la peau, ça a un sens, c'est-à-dire une crème hydratante. Mais au-delà de 40 euros, 50 euros, c'est rien, c'est du marketing, et Ok. c'est dur à entendre. C'est dur à entendre parce que c'est dur d'arrêter de fumer, c'est dur de bien dormir, c'est dur de bien manger, c'est dur de pas prendre le soleil. C'est facile d'acheter une crème et de se déculpabiliser. Je le fais aussi, je ne mets pas de Hmm. crème, mais moi aussi, on a tous des trucs comme ça. Euh, euh, comment te dire
Voilà. En gros, un rythme de vie sain te permettra de mieux vieillir que n'importe quel produit que tu te mettras sur la gueule. Ah, mais c'est sûr, 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 sûr. Ok. 3000%. À 3000%. La Tant beauté, c'est qu'on la est, santé. tant qu'on y est sur la perte, La phrase la plus importante de ce soir. La hein, beauté, c'est la santé. La beauté, c'est la santé. la beauté, c'est la santé. Tant qu'on y est sur les idées reçues, sur la perte de poids, t'en as, bon, là tu fais que des nez, mais sur de la lipo, sur de l'abdominoplastie, c'est quelque chose qu'on te Énorme demande idée reçue. beaucoup. Il y a un truc sur la lipo qui est hyper important, une énorme idée reçue sur la lipo, qui est aussi la faute des chirurgiens, c'est que la lipo, ce n'est pas pour perdre du poids. La lipo, dans l'idéal, c'est fait pour des patientes qui sont en poids normal, c'est-à-dire qui n'ont pas de. On peut avoir 2, 3, 4 kilos en trop, mais c'est pas pour les patients qui ont des problèmes de poids, c'est pour les patients qui ont des problèmes de silhouette. Il y a des patientes qui font 50 kilos, qui sont squelettiques du haut et qui ont de la culotte de cheval, une accumulation de graisse qui leur rend une silhouette inesthétique. Là, la lipo, c'est top, ça marche super bien parce que la graisse ne revient pas sur ces endroits. Les lipos pour maigrir, c'est-à-dire j'enlève 10 litres de graisse, 15 litres de graisse parce que je veux perdre 10-15 kilos, c'est une contre-indication. Il y a des chirurgiens qui le font, ils ont tort. Et les patientes pensent que c'est pour maigrir. C'est pas pour maigrir. C'est pas pour maigrir globalement. C'est pour traiter des zones qu'on appelle de stéatomérie, c'est-à-dire des zones d'accumulation anormale de graisse. La lipo, elle a été Ça, faite. c'est lié à quoi? C'est la génétique? Parce que moi, pour Ouais, le c'est la coup, génétique, les j'observe, hormones. ouais, j'observe beaucoup de gens en sous-vêtements et c'est vrai que je vois une énorme diversité des Exactement. stockages graisseux. Ah ouais. Certains vont stocker vraiment dans le haut du corps, parfois dans le visage, parfois seulement dans les jambes. Ouais. C'est quoi? C'est notre génétique qui fait qu'on est programmé comme ça? Génétique, ouais, c'est génétique, c'est hormonal, hein. Les femmes, elles vont plutôt stocker sur les hanches, les cuisses, les genoux, face interne des genoux. Les hommes, plutôt au niveau de la ceinture abdominale. Mais on trouve parfois le contraire, hein, des hommes qui prennent en bas, des femmes qui prennent du haut. Donc, il y a l'aspect hormonal, l'aspect génétique, et puis on n'est pas tous égaux. Il y a des gens qui vont super bien métaboliser. On n'est pas tous égaux devant les calories, devant le poids, hein. Sur Les la gens qui cellulite, La cellulite, il y a beaucoup d'idées reçues sur la cellulite. La cellulite, ça concerne 80% des femmes notamment. Il y a une implication des hormones féminines. Donc c'est extrêmement banal. Ce n'est pas forcément en lien avec la quantité de graisse. On peut avoir très peu de graisse et de la cellulite. C'est en lien avec la disposition, la structure de la graisse, comment elle se forme sous l'influence des hormones. Et c'est un truc qui devrait faire partie de la vie, la cellulite. Ça, il faut vraiment décomplexer c'est les femmes normal. avec ça. C'est normal. À partir du moment où 80% là, c'est-à-dire que ne pas avoir de cellulite est plutôt anormal. Moi, en tant que mec, je trouve ça joli. Je suis normal ou je suis pas normal? Je trouve que la cellulite, je trouve ça joli. Tu m'as l'air relativement normal. Même si Ok. tu te ramènes dans un chalet savoyard en plein milieu. Non, Euh, non, il n'y a pas de. Là, les goûts et les couleurs, encore une fois, il n'y a personne qui devrait expliquer les goûts et les couleurs aux gens. Ça, c'est beau, ça, c'est pas beau, ça veut rien dire. ok. Euh, les seins qui pendent. Normal, qu'est-ce que c'est? C'est lié à quoi? Est-ce que le travail des pectoraux change? Est-ce que l'alimentation, le froid, les soutiens-gorge? Non, alors là-dessus, il y a très peu d'études. Il y a une étude, mais qui n'est pas très solide, mais qui semblerait montrer que le soutien-gorge n'a pas de rôle, c'est-à-dire ne prévient pas la chute des seins. On sait que Mais les tu dis grossesses, il y a peu d'études. Ouais. ouais, il y a peu d'études. Il y a rien qui. En tout cas, la forme des seins, elle dépend de deux choses. Elle dépend du contenu, qui est la glande mammaire et la graisse. On sait que quand on est très jeune, on a une glande mammaire très dense et peu de graisse, et que avec les années, la glande mammaire elle va disparaître au profit de la graisse. Le sein devient de plus en plus graisseux, donc de plus en plus mou. On le voit, hein, les patientes qui ont 18 ans, ils ont les seins plutôt fermes, et quand on avance en âge, ils deviennent plus mous. Et puis la peau qui est l'enveloppe qui va tenir et donner la forme du sein. Évidemment, quand la peau est distendue, parce qu'elle est de moins bonne qualité, par la génétique, par le soleil, par le tabac, énormément le tabac, par une perte de poids importante, ben, le sein il va avoir tendance à tomber. Les pectoraux, je pense qu'ils n'ont aucun intérêt, aucun intérêt dans la forme du sein. Si vous avez les seins qui tombent, muscler les pectoraux, ça vraiment, enfin, c'est bien de se muscler les pectoraux, mais ça ne fera jamais remonter les seins. Ok. Le ventre qui pend après la grossesse, l'excès de Extrêmement banal. peau, L'excès de peau, tablier banal. abdominal, comme on appelle ça, c'est extrêmement banal. On a eu un ventre tendu, gros, parce qu'il y avait bébé dedans.
Une fois qu'il n'y a plus le bébé, la peau elle est en excès. Si la peau est très tonique et que le bébé était petit, etc., on a peu de séquelles. Lorsque la peau elle a dépassé son seuil d'élasticité, elle pendouille après. Faire des abdos, ça change quelque chose pour ça? Pas pour la peau. Faire des abdos, faire des abdos avant, ça va prévenir un peu ce qu'on appelle le diastasie, c'est-à-dire l'écartement des muscles en lien avec la grossesse. Avoir une socle abdominale musclée en amont et après l'accouchement va permettre de limiter ce diastasis ou de faire qu'on ne l'ait pas, mais ça ne va pas avoir d'impact vraiment sur la peau. La peau, il n'y a pas grand-chose à faire. Ne pas fumer, hydrater sa peau, pas faire l'erreur de prendre trop de poids lors de sa première grossesse. Il y a Quand souvent tu dis pas faire trop de poids, c'est quoi pour toi, trop de poids? En tant que médecin, En fait, les séquelles sur la peau, on les voit quand tu as une perte de poids au-delà de 20 kg. 20-25 kg. Une grossesse 20-25 kg. Souvent, c'est la première grossesse. Les patientes, elles se disent, bon, la première grossesse, je pensais qu'il fallait manger beaucoup plus, etc. Et elles ont un mode de vie qui fait qu'elles prennent trop de poids. Et c'est une erreur. Et souvent, la deuxième grossesse, j'ai pris beaucoup moins de poids, etc. J'ai regretté la première grossesse, etc. qu'est-ce que tu dirais? Parce que ça arrive parfois sur certaines grossesses, elles ont pas le choix. Elles ont des fringales en permanence, elles sont pas bien. Ouais. Les gens, ils font face au mieux, ils font au mieux et parfois, on n'a pas le choix. Mais en tout cas, il faut faire tomber l'idée, mais c'est déjà le cas, de moins en moins cette idée, mais qu'il faut beaucoup manger beaucoup manger parce qu'il y a le bébé, etc. Il n'y a pas besoin tant que ça. On a des systèmes de régulation qui fait que on mange à sa faim normalement, il n'y a pas besoin de se baffrer, etc. Mais il y a une sédentarité qui s'installe. Bon, voilà. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on a une prise de poids au-delà de 20 kg, il y a des séquelles généralement. La cryolipolyse. La cryolipolyse, c'est une technique pour éliminer donc, des petits stockages de graisse par le froid. C'est une technique médicale, c'est-à-dire non chirurgicale. C'est l'application d'un froid contrôlé qui va mettre les adipocytes, c'est-à-dire les cellules graisseuses, en apoptose, c'est-à-dire que ça va les tuer et elles sont éliminées dans les semaines suivantes par le système lymphatique. Donc ça marche sur des zones localisées. Souvent, c'est des protocoles, il faut faire plusieurs séances. Il y a un intérêt qui est certain, qui est moindre que la lipoaspiration. Encore une fois, ce n'est pas pour maigrir globalement, c'est pour maigrir sur des zones ciblées. Sur de la silhouette, en fait. Ouais, sur la silhouette. Quelqu'un qui va te dire, moi, c'est ça que je veux perdre. Ça, je l'aime pas, Voilà. je veux le perdre. Si c'est des petites poignées d'amour, s'il a un gros ventre comme ça ou des grosses cuisses, non, ça ne marchera pas. Il y a besoin d'un amaigrissement global. Donc, c'est une technique qui est intéressante, qui est récente, qui est indiquée donc, pour les petites quantités de graisse chez des patientes qui ne veulent pas forcément avoir recours à de la chirurgie, avec d'assez bons résultats. Attention, c'est une technique qui émerge. On commence à voir, comme toutes les techniques maintenant, on sait qu'il y a des complications, on peut faire des problèmes, cutanées, des nécroses, etc. Ce n'est pas dénué de risques comme tous les gestes médicaux et chirurgicaux. J'ai vu que tu avais parlé une fois d'une machine qui permet de faire 20 000 contractions musculaires sur les Ouais, fessiers. tu as entendu parler de ce truc? Moi, je t'avoue que je suis toujours sceptique sur ça. Alors, ouais, le 20 000, à mon avis, c'est un peu marketing. Alors, ça s'appelle Umskull, cette machine. C'est une nouvelle technologie qui fait de la contraction musculaire. Tu vas me corriger si je dis une connerie, qui est luminaire, je crois que c'est le terme. C'est-à-dire au-delà du seuil de contraction que l'on peut obtenir volontairement dans le muscle, mais qui est une contraction qui n'est pas par une onde électrique comme l'électrostimulation et qui est par une onde électromagnétique. Donc ça touche plus profondément. Ça stimule le muscle différemment, je crois plus profondément et de façon plus diffuse. Et donc une contraction qui est supramaximale, qui est une contraction musculaire qui est extrêmement importante. Et alors, je ne l'ai pas testé, hein, mais il semblerait avoir de très bons retours. Ça se fait sous la forme d'un protocole de 4 séances avec beaucoup de retours très positifs. Alors, le fond du truc, c'est que ça reste une technique de musculation et le protocole, je pense qu'il marche bien, mais dès lors qu'après, il n'y a pas d'entretien, etc., ce gain musculaire, il disparaît. Ok. Ensuite, là, je t'ai sorti un peu toutes les questions que les gens m'avaient posées.
est-ce que, tac, 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 prendre de la graisse de son propre corps, l'injecter dans les seins, donc prendre de la graisse notamment des fesses, l'injecter dans les seins, ça se fait en France? Ah oui, ça se fait beaucoup. Ce qu'on appelle l'hypomodelage, ou alors prendre la graisse du ventre pour la mettre au niveau des fesses, ce qu'on appelle le Brazilian butt lift, ou alors prendre la graisse souvent du ventre pour la mettre dans les seins, ça se fait. C'est des techniques qu'on appelle de l'hypomodelage. C'est des super techniques. Contrairement à ce qu'on croit, la graisse se greffe là où on va la mettre et elle reste à vie. On ne la perd pas au fur et à mesure des années. En revanche, le rendement n'est pas bon. C'est-à-dire que si je prends 1 litre de graisse sur le ventre, avant de le réinjecter, on va le passer dans une machine, une centrifugeuse. On va perdre la moitié du volume. Donc il va rester un demi-litre. Et sur ce demi-litre qu'on va injecter et greffer, il y a à peu près la moitié, au maximum 70% qui va prendre. Donc le rendement entre ce qu'on prélève et ce qui reste au final, ce n'est pas énorme. Donc on peut le conseiller pour les patientes qui veulent par exemple une augmentation mammaire très modérée, un bonnet, pas au-delà. Et surtout, on n'a pas, le truc le plus important à retenir, c'est qu'on n'a pas de garantie du résultat. Ça peut ne pas marcher. Il y a peu de complications parce que c'est une technique autologue, il n'y a pas de corps étranger, il n'y a pas de cicatrices, c'est de toutes petites incisions, mais ça peut ne pas marcher. Et on ne Et sait pas pourquoi. autant j'imagine que si tu fais une prothèse mammaire, tu peux deviner la forme du sein. Est-ce que là-dessus, sur l'auto-injection, tu peux deviner la forme du sein qu'il va y avoir à la fin? Ben, c'est en sélectionnant les patientes. Tu peux le faire sur une patiente qui a une poitrine qui a besoin d'être remplie, mais qui n'a pas une forme qui a besoin d'être trop travaillée, entre guillemets. Qu'est-ce que tu appelles une patiente avec des seins c'est quoi? C'est une capacité tissulaire, cutanée, une Non, capacité de c'est-à-dire que quoi? si le sein il tombe beaucoup, là, tu sais, la prothèse, ça va apporter plus de soutien. Tu vas associer des techniques de lifting en faisant des cicatrices, etc., pour changer la forme du sein. Quand tu fais des injections de graisse, c'est bien sur certains types de seins. En fait, tu peux garantir c'est intéressant si tu sélectionnes bien les patientes. Je sais pas Ok. si. Si, Bon, si, je voilà. comprends. C'est une Le technique, c'est une technique reprendre, intéressante, pas une ok, panacée, hein. ok. Reprendre une cicatrice qui date d'il y a 15, 20, 30 ans, tu sais, c'est possible pour la rendre plus Ouais, esthétique? ouais, souvent avec la chirurgie, on n'a pas forcément mieux, sauf si la cicatrice elle a été mal faite, ce qui est assez rarement le cas. Et donc, si on refait une cicatrice sur la cicatrice et qu'on referme, généralement, c'est pas forcément beaucoup mieux. Ce qui est le plus intéressant sur une cicatrice, c'est le laser, généralement. D'accord. Le laser, C'est quoi les plus grands risques de la chirurgie esthétique? les plus grands risques, la mort. Ok. Euh, Je quel est développe un le... peu. Bah non, mais très bien, moi ça me va. Quel est le Non, mais but? Ah, vas-y. non, mais évidemment, la plupart du temps, ça se passe très bien. On peut faire, si les patientes n'arrêtent pas de fumer, etc. Il y a le plus gros risque, c'est ce qu'on appelle l'embolie pulmonaire après Mm. certaines chirurgies, notamment le ventre, les chirurgies lourdes comme ça, les séquelles d'amaigrissement, où on peut faire des embolies pulmonaires et on peut en mourir. Il doit y avoir quelques morts par an en France pour des chirurgies esthétiques, hélas. Mais finalement, comme n'importe quelle chirurgie. Voilà. Euh, Quel est le but médical de la chirurgie esthétique? Rapidement. Et ça rejoint un peu ce que je disais au départ, c'est-à-dire que si on considère que la santé, c'est un état de bien-être global, physique et psychologique, et pas seulement le fait de ne pas avoir de maladie, eh ben, gommer un complexe peut permettre à des patientes, et on en voit tous les jours, d'être plus épanouies, plus heureuses, de mieux se sentir et donc d'être en meilleure santé. Ok. Donc, c'est médical. La chirurgie qui est moins chère à l'étranger. Tu veux nous en parler une minute ou deux? La chirurgie est moins chère à l'étranger parce que à l'étranger, elle est moins chère dans les pays où la vie est moins chère. Mm. Des fois, j'entends cette remarque, on me dit, ouais, mais en Tunisie, pourquoi ça coûte 2 fois moins cher? Quand on va au restaurant en Tunisie, ça coûte 5 euros. Le salaire moyen, je dis 5 euros, je ne sais pas, mais le salaire moyen d'une infirmière, d'un médecin, etc. Donc la vie est moins chère. Donc c'est moins cher. C'est moins cher pour vous avec votre niveau de vie d'une Française. Pour un Tunisien, c'est cher. C'est aussi cher que en France pour une Française, voire plus cher. Donc c'est relatif. Le problème du tourisme médical, c'est le suivi. C'est clairement, parce que ça, c'est... Alors, quand je fais des posts là-dessus, il y a toujours des, des gens qui comprennent mal mon discours. C'est-à-dire que les médecins, on trouve des bons médecins et des mauvais médecins partout, ce n'est pas la question. Et on trouve des patientes, parce que
raté partout également. Mais là, je ne parle pas d'un raté, d'un mauvais résultat esthétique ou alors, oui, il devait me faire telle poitrine et j'ai pas eu ça, je suis pas contente et tout. J'entre même pas dans ce débat-là. Parce qu'encore une fois, des bons médecins et des mauvais médecins, il y en a partout. J'entre dans le truc de minimiser le risque. Il y a des complications en chirurgie esthétique. C'est pas la règle, mais il y en a quand même. C'est banal, les complications, de la plus bénigne à la plus grave. Et il y a aussi des complications bénignes qui deviennent graves si elles sont mal prises en charge. Or, avec le tourisme médical, on n'a pas le suivi qu'on doit avoir. Déjà, on n'a pas le préopératoire, on l'a pas, parce qu'on rencontre souvent les patientes, elles rencontrent leur chirurgien la veille, ou alors ils ont vu vite fait sur Internet avant, elles les rencontrent la veille de l'opération. Donc, relation patient-malade, c'est n'importe quoi. Il peut y avoir la barrière de la langue. Bon, dans les pays du Maghreb, souvent c'est francophone, mais les patients qui vont en Turquie, mais allez expliquer en turc bien ce que vous voulez. Les canons de beauté ne sont pas forcément les mêmes. Et c'est surtout, non, le truc majeur, c'est le suivi. C'est-à-dire que la chirurgie, ce n'est pas juste un acte et c'est fini, quoi. Non, il y a le suivi, et ce suivi, c'est plusieurs semaines, plusieurs mois. Il faut être là pour ces patientes et quand il y a un problème. Et on le voit quand nous, quand on part en vacances, les chirurgiens, on se débrouille avec nos confrères pour qu'il y ait un suivi. C'est-à-dire s'il y a un problème, si je ne suis pas là, il y a mon associé qui va voir la patiente, etc. Si vous êtes fait opérer à l'étranger, c'est compliqué, c'est très compliqué. Repartir à l'étranger quand on a de la fièvre parce qu'on a une infection, on regarde en ce moment en plus. Voilà, mais même, les patientes elles vont là-bas souvent parce qu'elles vont autre part, parce que c'est moins cher. Mais à partir du moment où il faut reprendre un billet d'avion, etc., ça devient plus cher qu'en France et c'est compliqué. Et donc, quand je travaillais à Paris, au CHU, il n'y avait pas peut-être pas une semaine, mais pas une patiente par mois qu'on ne récupérait pas à l'aéroport dans un état grave parce que le suivi n'est pas quoi. On peut pas faire le suivi comme ça. Alors, si vous habitez en Bretagne et vous faites opérer à Strasbourg, vous n'êtes pas à côté, mais c'est pas pareil que quand il faut reprendre l'avion et aller en Turquie ou je sais pas où. Ok. Est-ce que tu trouves que les critères de beauté ont changé? Et est-ce que tu penses que les réseaux sociaux, notamment l'usage abusif de filtres, interviennent dans ces modifications de critères de beauté? Alors, je pense que les critères de beauté ont changé. Alors, j'ai une petite théorie là-dessus. Tu vas me dire ce que tu en penses. J'ai l'impression que les réseaux sociaux ont accéléré le processus de mondialisation de la beauté. Alors, je m'explique. Bon, la mondialisation, c'est un phénomène global qui fait que on mange tous du McDo. Je caricature, on mange tous du McDo, on a tous des Nike et des jeans, etc. Bon. Et de plus en plus, il y a une homogénéisation de la façon de bouffer, de la culture, la façon de s'habiller, les références culturelles s'homogénéisent un peu au niveau mondial, que ça plaise ou non. Il y a des gens qui c'est un fait. Bon, c'est un fait, voilà. Et j'ai l'impression que les réseaux sociaux amènent ce truc au niveau de la beauté. C'est-à-dire que les idoles de beauté, c'est des idoles mondiales. C'est qui tu veux, Beyoncé, Kylie Jenner, après tout le monde. C'est des idoles mondiales. Et j'ai l'impression qu'on a de plus en plus ce truc vers une mondialisation de la beauté avec tu disais, tu vois, il y a une beauté en France, une beauté au Brésil, une beauté au Japon, etc. Et j'ai l'impression que ce truc est en train de changer. Tu le vois notamment en Asie, où il y a de plus en plus d'actes de chirurgie esthétique où elles se font ouvrir les yeux. C'est-à-dire que les asiatiques se font occidentaliser les paupières, des noirs se font occidentaliser le nez, des blanches essaient d'avoir des silhouettes qui ressemblent à des noirs en ayant plus de forme, etc. Enfin, donc, il y a ce phénomène-là. Alors, je ne sais pas quoi en penser. Moi, je n'ai pas de jugement par rapport à ce phénomène, mais je le constate. Et j'ai l'impression que les réseaux sociaux, le fait que les réseaux sociaux, on ne regarde pas que les influenceurs, les influenceuses locaux. De ta région, quoi. De ta région. Ça, c'était à l'époque. Alors, regarde les influenceurs du monde entier. Et j'ai l'impression qu'il y a ce phénomène-là.
Et les filtres, les filtres, c'est plus accessoire parce que les filtres, c'est un peu caricatural. Et surtout, les filtres qui mimaient un peu la chirurgie plastique, ils ont été interdits par Instagram et par les réseaux, hein, pour des raisons éthiques, mais c'est bien d'ailleurs. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a cette espèce de mondialisation de la beauté. Peut-être que je me trompe, hein, mais c'est en tout cas, c'est l'avis que je me fais, quoi. En tout cas, quand on me montre des modèles, entre guillemets, en consultation, c'est rarement pour ressembler à Catherine Deneuve ou c'est plutôt pour ressembler à des idoles, à des stars américaines, etc. Et je pense que c'est un peu partout pareil. Un peu partout pareil. Enfin, tout le monde a les mêmes stars et critères de Même beauté. critères de beauté. Quel est le truc le plus dingue qu'on t'ait demandé en consultation? Le plus dingue. Non, on m'a jamais demandé de trucs extravagants. Par contre, dans les comportements, on m'a demandé des fois des trucs dingues. Je vais revenir avec mon mari, mais je lui ai fait croire que je m'étais cassé le nez, mais machin, vous faites des trucs comme ça, Ok. des trucs dingos mais pas des trucs extravagants à refaire, les dessins énormes, des trucs comme ça. Ça, j'ai jamais eu. Bon, On que m'a je le- posé la question, qu'est-ce que tu referais chez moi? bon, Chez moi, jusque-là, hein. j'étais toujours trouvé parfait. Là, tu es un peu Mais plus maintenant qu'il est minuit et demi. voilà, et que je te vois avec cette tête de terre derrière. Non, non. Ça, c'est un truc un piège dans lequel on ne tombe jamais. Enfin, je ne tomberai jamais. C'est-à-dire qu'on ne dit pas aux gens, refaites ci, refaites ça. On est là pour, je vais te donner une phrase un peu bateau, mais qui est bien. On est là pour gommer un complexe. On n'est pas là pour gommer un défaut. Donc, je te dirais, major mouvement. Grégoire, est-ce que tu as des complexes physiques? Non. Voilà. Non, physiquement, non. Mentalement, j'en ai plein, mais physiquement, non, j'en ai pas. Eh ben, donc, je ne referai rien. Non, Ok. mais on n'a surtout pas cette mentalité. La mentalité, on veut changer tout le monde, ça, c'est n'importe quoi. Et parfois aussi, je vois sur les réseaux des gens qui disent c'est vous qui créez les complexes, les chirurgiens esthétiques, à Ça, vouloir refaire tout le monde. ouais, c'est ça ce que j'allais te demander. Mais bon, non. Cette image-là du mec qui crée des complexes, justement. Mais ouais, mais c'est une façon de renverser le truc. Non, non, Mm. non. On soigne des gens qui viennent. On ne va pas chercher des gens dans la rue pour les opérer. On soigne des gens qui viennent nous voir parce qu'ils ont un complexe et quand on peut faire quelque chose, quoi. Et je dis, on soigne des complexes, pas des défauts. Ok. Alors, on va finir, Fred. J'ai 5 questions rapides où tu réponds juste un peu par oui ou par non. Yes. Euh, Chirurgien esthétique, est-ce que ça chope en soirée? Ouais. Si tu devais changer quelque chose chez toi, est-ce que tu le ferais? Et quoi? Ah oui, mes pouces. Moi, j'ai un complexe. J'ai grandi avec un complexe. J'ai une malformation des pouces Ouais, ouais. qui sont Ça te- dégueulasses. ouais. C'est assez fréquent. Je suis le seul de ma famille, mais je connais plein de gens. Je suis sûr que tout le monde connaît des gens qui ont ça. Oui, oui, oui. Donc, mes pouces, Megan Fox, clairement. elle a ça. Ouais, Megan Fox, putain, mais t'es bien au courant. T'as bien Ouais. bossé ton dossier. Ah, voilà, c'est juste que quand Ouais, j'avais pas les pouces. remarqué, je me dis, ouais, Pas les bon. pouces. Ouais, il n'y a pas de technique qui existe pour ça, mais ouais, sinon je le ferais. Ok. Est-ce que tu as eu déjà recours, toi, à la chirurgie ou à la médecine esthétique? Ouais, Ouais. Botox. J'ai fait du Botox quelques fois pour la ride du lion et j'avais fait des implants. Tu le vois là, les Ouais. 1 cm de cheveux qui viennent derrière. Là. Ça fait une greffe capillaire. Moi, je viendrai te voir Euh, parce que je commence à perdre un peu les cheveux au-dessus. ouais, moi j'ai fait un tout petit peu devant là. Écoute, c'était très léger, mais bon, j'en étais content. Ok. Et Euh, Botox, la ride du lion, mais j'ai pas fait, je l'ai fait 2-3 fois, c'était super. Je le fais pas ok. parce que encore Très bien. donné le plus mal chaussé. Est-ce que tu as déjà foiré une opération? Oui. Ok. La chirurgie esthétique placebo, est-ce que ça existe? Chirurgie esthétique placebo? Non, C'est-à-dire que pas. le mec, il vient pour une opération, tu l'endors, tu le réveilles, tu n'y as pas touché, tu lui dis c'est bon, on aura des super Non, résultats. Tu lui mets un pansement, il se réveille, il dit putain, je suis super content du résultat. non, non, non. Ça, non. Ah. Mais il faut y réfléchir, c'est un concept intéressant, quoi. C'est Un ça qu'il concept y a intéressant. eu des résultats en chirurgie orthopédique placebo. Ouais, Les ouais, mecs, non, tu mais leur as juste fait une cicatrice et ça marche, hein. je suis sûr que ouais, faut essayer. Injecter du Botox à la place de l'eau à la place du Botox, Ouais. injecter du sérum, de la flotte pour voir. Et tu regardes si Ouais, ça réagit. non, j'ai Euh, jamais fait, j'espère pas, j'espère pas. J'espère pas en arriver là. Ça veut dire que tu es dans une relation où Quel est le top 3 des actes que demandent le plus les femmes? en France, Ouais. je suis pas à jour sur le dossier. Je crois que c'est l'abdominoplastie, la liposuction et peut-être la rhino, l'augmentation mammaire. Je dirais. Et les Ça, hommes? c'est pour la chirurgie. Et pour les hommes, c'est la liposuction,
les greffes de cheveux et la gynécomastie, c'était un développement de sein un petit peu chez l'homme. Et en médecine esthétique, c'est les injections de Botox. Botox pour front, route du lion et les lèvres au niveau avec de l'acide hyaluronique. Ça, c'est les Ok, greffes que j'en ai. C'est plus banal. super. Bon, bah Fred, je crois qu'on a fait le tour. On est sur 1 heure et demie de podcast. Est-ce que… Ouais, ouais. Ouais, on est pas mal, mais on avait pas mal de choses à dire à la fois. Bah, ça englobait quand même beaucoup de choses. J'espère qu'on aura surtout répondu à vos questions, que vous aurez peut-être appris des trucs, compris des trucs. Surtout l'idée, encore une fois, de ce podcast, c'est principalement pour les professionnels de santé qui veulent un peu écouter d'expériences d'autres, mais aussi pour les patients qui veulent un peu savoir ce qui se passe derrière nos blues, derrière nos actes. Fred, je te laisse le mot de la fin sur des trucs un peu plus perso. Allez, ton livre de chevet, ton film préféré et une Ah, citation pour finir. ah, Allez, je bim! m'attendais pas. Alors, la citation, je sais que c'est lu dans un post aujourd'hui qui venait d'un chanteur québécois inconnu, complètement inconnu, qui dit c'est embêtant de vieillir, mais c'est la seule façon de vivre vieux. Elle est pas mal, de vivre Moi, je longtemps. l'aime beaucoup. Moi, je l'ai différemment. D'ailleurs, je l'ai mise dans mon livre, celle-là, parce que je l'aime beaucoup. Tu comment ça? Moi, je l'ai mise différemment. C'est euh, vivre vieux, c'est surtout ne pas mourir jeune. Ah, elle est pas mal aussi. Elle est pas mal aussi comme ça. Elle a plus le côté genre. Je l'ai modifiée. Elle est un peu plus Ouais, hardcore, mais ouais, elle est pas mal. Livre de chevet, je lis pas du tout. J'ai honte, je lis pas du tout. Je lis ok. plus du tout. Je suis YouTube à fond. Ouais. À fond. Ok, bah Passionné de YouTube. ta chaîne, allez, tes chaînes YouTube que tu regardes? Les trucs d'astrophysique. J'adore les trucs d'astrophysique, les conférences d'astrophysique, beaucoup plus intéressant que la chirurgie esthétique. Passionnant. Cosmos, l'univers, les trous noirs, la relativité. J'adore ça. Tiens, J'adore ça. attends, question, une bonne astuce pour les points noirs du coup? Pour Ça les son points père? noirs. Ouais. Pour pas en Ah, par avoir? rapport aux trous noirs. J'ai même Hein? pas compris. C'est par rapport aux trous noirs que tu m'as dit ça. Regardez-vous Pour les pas poils avoir du de points noirs. savon de Marseille. Ok. Et je sais plus ce que tu m'as demandé. Je t'avais demandé le Réfléchis. film, je crois. Le film préféré. Wow, film préféré. Ça, c'est une bonne question. Toi, c'est quoi? Moi, je dirais que c'est Tu connais la technique de répondre à Léon une et question Forrest par Gump. une question. Léon et Forrest Gump. Ah ouais, moi, pas du tout. Ah bah, ok, bon Toi, bah sympa. Écoute, j'étais content de t'inviter, mais si pour me dire que mes films c'est de la merde. non, 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 ah ben non, ça c'est des films cultes, mais ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas. J'adore en plus, j'adore le cinéma, mais alors là, te dire un film, je sais pas. Celui qui m'avait le plus marqué dans ma jeunesse, c'était Pulp Fiction à l'époque. Non, c'est bien. Pas Pulp mal. Fiction, classique, hein, c'est Classique. classique, Non, il est mais bien. à l'époque, il C'est m'avait mon marqué. troisième. Il est bien. Bon, Ah, Fred, merci beaucoup. On peut te bon, retrouver sur ta page Instagram ouais, que Docteur je Lang. mettrai là, Docteur Lange. Peut-être Merci. bientôt une chaîne YouTube à sortir. Ah, j'aimerais bien. Faudrait que je trouve quelqu'un qui puisse me donner des bons conseils, mais je connais personne dans la santé qui peut me donner des bons conseils. Non, non, j'aimerais vraiment. Il faudrait que tu m'expliques un peu. Je pense que c'est beaucoup plus dur qu'Instagram, hein, YouTube. Il y a du taf, Mm, il y a plus de taf Non, mental. c'est dur de réussir à fédérer une communauté en fait. Parce Sur que YouTube. ouais, sur YouTube. Parce que c'est la fréquence de posts qui fait que tu arrives à fédérer. C'est la récurrence du fait que les gens te voient sans cesse. Sur YouTube, faire une vidéo par jour, techniquement, c'est très dur, Même par semaine, même par même non. par semaine. Et par contre, moi, j'ai remarqué la différence à partir du moment où je suis passé à une vidéo par semaine. Mes stats se sont vraiment envolés et les gens ont vraiment commencé à rentrer dans ce que tu leur racontes. Là où une fois Ouais, par ouais, mois, ouais, ils accrochent moins. C'est la Ah, récurrence. j'adorerais. Ben, j'y réfléchis depuis un moment. Faudrait que je le fasse. Bon, merci beaucoup de nous avoir suivis. Si Merci jamais vous mille fois, me Greg. suivez pas, Major Mouvement sur YouTube, sur Instagram, Frédéric sur Dr Lange Instagram pour l'instant. Bon, c'était un format très long, mais on a eu plein de trucs à dire. Comme d'habitude, il y aura le sommaire en dessous. De toute façon, j'imagine que si vous êtes arrivé jusqu'au bout, c'est que vous avez tout regardé. Je vous souhaite une très bonne soirée. Nous, on va aller se coucher. Et Fred, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Bye bye. Bye À bye. bientôt. Ciao.